Il se réveille dans une fontaine juste en face de l'académie de magie. Avant même qu'il ne puisse comprendre comment il est arrivé là, un groupe de brutes attire son attention. Il rit, admirant à quel point il sert bien de punching ball. Il essaie de leur demander qui ils sont, mais cela ne fait qu'irriter leur chef. Le type attrape Léon par les cheveux et le traîne plus profondément dans la fontaine. C'est à ce moment-là que Léon comprend ce qui se passe. Il utilise sa magie de Léo et projette les brutes au loin. La brute principale ne comprend pas comment ce loser est soudainement devenu si fort. Quand Léon sort de la fontaine, sa seule présence les terrifie, et il s'enfuit de peur. Eh bien, il ne pouvait en être autrement. Après tout, le plus puissant archimage de l'histoire vient de se retrouver dans le corps d'un étudiant. Léon Klein était un héros de son époque, l'homme qui a vaincu le roi démon Belphar et a apporté la paix au royaume d'origine inconnue. Léon fut célébré par tout le royaume pour ses exploits en ce jour fatidique. On pourrait penser que l'heure de sa retraite était arrivée, le moment pour lui d'épouser une belle femme comme la princesse Sarah et de vivre une vie épanouie. Cependant, le destin avait d'autres plans. Le roi lui confia une dernière mission, une ultime tâche qui marquerait la fin de son parcours de héros. Apparemment, il y avait une grotte abritant des monstres, les derniers vestiges de l'armée du roi démon. Le roi voulait qu'il explore la caverne et revienne avec des résultats positifs. Après tout, tous ceux qui étaient entrés dans cette grotte jusqu'à présent en étaient revenus vaincus. Naturellement, le roi avait de grands espoirs que le tueur du roi démon remporte une victoire. Léon savait ce qu'il devait faire. Il ne supportait pas de voir les personnes qui lui étaient chères menacées. Il devait éradiquer les derniers vestiges du roi démon pour le bien des enfants, ces mêmes orphelins qui le considéraient comme un modèle. Alors notre gars a accepté la mission sans se douter de rien, et un prince connu sous le nom de Shark fut chargé de le guider. Le jour de son départ arriva enfin, et le prince Shark finit par conduire notre héros dans la grotte corrompue. Une fois qu'ils furent au plus profond, le prince Shark révéla ses véritables intentions en poignardant le héros dans le dos. L'arme était enduite d'un poison mortel, rendant la mort de Léon inévitable. Vous voyez, le prince Shark avait toujours perçu Léon comme une menace pour son autorité et son pouvoir absolu. Sans oublier qu'il pensait que Léon lui volait sa petite amie, la reine Sarah. Cependant, notre gars a clairement exprimé ses intentions. Il n'essayait pas de draguer des filles et ne se souciait pas du pouvoir politique. Il était simplement motivé par l'amour pur qu'il portait aux gens qui l'entouraient, en particulier les orphelins qu'il admirait. Il s'avère que cette crapule visqueuse avait déjà pris la vie de ses enfants, s'assurant que personne ne resterait en vie pour accomplir la volonté de Léon. Ce salaud était littéralement une ordure civile que le traité de diable serait une insulte au diable. Il a finalement poussé notre gars dans les profondeurs de la caverne, le laissant là pour mourir d'une mort lente à cause du poison. Cependant, notre gars a réussi à survivre à la chute, se retrouvant dans les entrailles de la terre. Peu de temps après, une créature squelettique énigmatique surgit de nulle part, prête à l'attaquer. Léon utilisa ses pouvoirs magiques et anéantit le monstre avec une boule de feu. À sa surprise, une interface système est apparue et a compté son élimination. Avec un ennemi à terre, il lui en restait encore près d'1 million à massacrer. C'est seulement alors qu'il pourrait terminer la quête secrète que sa chute avait déclenchée. Une autre créature se jeta sur lui, subissant le même sort, et son compteur d'élimination augmenta encore d'1. Léon ne comprenait pas sa situation, mais il continua à massacrer des monstres à gauche et à droite, espérant trouver un jour la sortie. Les années passèrent. La seule chose qui l'aida à affronter cette épreuve périlleuse fut son désir brûlant de se venger du salaud qui l'avait trahi. Au moment où il atteignit 100 000 éliminations, il acquit la magie de la tribu sombre, un type de pouvoir dont notre gars n'avait aucune connaissance préalable. Il a répété le cycle dans cet enfer éreintant de monstres grouillants pendant 10 années consécutives. Finalement, en atteignant 1 million d'éliminations, il remplit les conditions de la quête, et une porte arcanique s'ouvrit juste devant ses yeux. Léon traversa le portail sans réfléchir. Sa situation ne pouvait pas être pire qu'elle ne l'était déjà. Assez étonnamment, il se retrouva en plein milieu d'un étang. Quand il reprit ses esprits, il réalisa qu'il regardait un établissement d'enseignement. L'histoire n'avait même pas encore vraiment commencé que quelques brutes de l'institut sont apparus pour s'en prendre à une cible facile. Ils s'adressèrent à notre gars en l'appelant Kuraban, un nom qui semblait étrangement peu familier à notre jeune homme. Comme il ne savait même pas qui étaient ces voyous, notre gars posa naturellement la question. Bien sûr, le chef des malfrats s'est énervé. Il attrapa le héros par la tête et le plongea dans les hauts, essayant de s'assurer qu'il arrête de faire l'idiot et se souvienne de tout. D'un autre côté, Léon n'avait aucune idée de ce qui se passait. Il utilisa un de ses sorts magiques, déluge des armures, et balaya ses nuls comme des sacs poubelles. Les malfrats ne comprenaient pas comment une mauviette venait de réussir un coup aussi impressionnant. Ces types ont pris une sage décision et ont détalé avant de se faire botter le cul davantage. Juste au moment où notre gars essayait de rassembler ses esprits, il entendit un son étrange. Une voix arcanique était absolument stupéfaite de la façon dont notre gars venait de pulvériser ses losers alors que sa magie était actuellement supprimée. La voix étrange conduisit Léon dans un endroit privé, se matérialisant finalement en une petite fille. La fille lui sauta immédiatement au cou pour le serrer dans ses bras, le laissant confus avec une multitude de questions auxquelles il voulait que cette petite poupée réponde.
Elle commença par se présenter comme Luna, la messagère de la déesse. Pour faire court, elle était un guide pour les morts. Léon était en fait décédé au moment où il a été poussé dans les profondeurs de la caverne. Le monde dans lequel il vivait actuellement était une réalité entièrement différente de celle qu'il connaissait autrefois. Quant au corps qu'il possédait, il appartenait à un garçon nommé Kuraban, un résident natif de ce monde. Léon prit un moment pour digérer tout cela, finissant par s'interroger sur la raison de son transfert dans ce monde. Il semble que notre gars va obtenir des réponses à toutes ces questions intimidantes car un portail massif se matérialise devant eux. En le traversant, il trouvera la vérité. De l'autre côté du portail se trouve une terre aride, et juste devant eux se tient un monstre familier connu sous le nom de Grand Soru, une créature qui servait autrefois le seigneur démon Belphar. Voir cette créature fait légèrement frissonner notre gars. Ce n'est pas un monstre ordinaire. À l'époque, il lui avait fallu littéralement 3 jours pour vaincre ce monstre. Cependant, Luna l'assure qu'en utilisant ses nouveaux pouvoirs magiques, vaincre cette créature sera une promenade de santé. À ce propos, Léon se souvient de la magie de l'attribut sombre qui lui a été accordée alors qu'il se démenait pour terminer cette quête secrète. La bête se jette sur sa cible sans pitié. Notre gars n'hésite pas avant de puiser dans les ténèbres. Sa magie noire tourbillonnante l'aide à briser la barrière magique dont le monstre s'entoure, puis il invoque des griffes sombres mortelles pour saisir ce salaud à la gorge. Cette seule technique suffit à éteindre la vie de la puissante créature. Luna se met à danser de joie en voyant notre gars abattre cette bête massive d'un seul coup. Même Léon lui-même est abasourdi après avoir été témoin du potentiel caché qu'il possède. Cela ne fait que le rendre encore plus curieux de sa situation, et il exige que cette petite lui crache le morceau sans plus tarder. Un certain temps passe, et il semble que notre gars a finalement compris le topo. Il s'avère que le roi démon Belphar va également rendre visite à ce monde. Le portail de tout à l'heure s'est formé en raison de l'influence du roi démon sur ce royaume. Si ce portail n'est pas contrôlé, le monde pourrait sombrer dans la destruction avec l'apparition des monstres. C'est pourquoi la déesse l'a spécifiquement choisi pour maintenir l'équilibre dans ce monde. Alors qu'il réfléchit davantage à sa situation, il remarque un blason familier sur un drapeau flottant. Notre gars ne met pas longtemps à comprendre où il a vu ce blason la dernière fois. Il appartient au même salaud qui l'a poussé à la mort. Si ce blason est ici, cela signifie que Shark a également traversé dans ce monde. Le désir brûlant de vengeance fait trembler ses poings serrés de manière incontrôlable, à tel point que même Luna le remarque. Mais elle ne peut s'y attarder davantage et disparaît dans les airs, craignant d'être découverte. Quelqu'un arrive, et ce quelqu'un est une étudiante qui souhaite parler à notre gars. Elle a senti un portail apparaître dans les environs et veut se renseigner à ce sujet. Avant que Léon ne puisse répondre, Luna insiste par télépathie pour qu'il dissimule l'information qu'elle cherche et fasse l'ignorant. Le garçon fait ce qu'on lui dit, laissant la fille se demander si ce qu'elle a senti n'était en fait qu'une fausse alerte. Elle se tourne alors vers notre gars, le reconnaissant comme le même étudiant impliqué avec les malfrats plus tôt. Pour tous les désagréments qu'il a dû supporter à cause de ces délinquants, elle s'excuse sincèrement. Cependant, notre gars l'assure de se redresser car ce n'est pas quelque chose pour lequel elle devrait s'excuser. D'une part, cette fille est très droite et bien élevée. Quoi qu'il en soit, la fille décide de s'en aller puisque ce qu'elle a senti semble être une fausse alerte totale. Une fois qu'elle est partie, Luna réapparaît, s'extasiant sur cette charmante dame qui a des sens exceptionnels pour détecter la présence d'un portail. Luna pense que cette fille est une candidate potentielle pour une romance, comme dans n'importe quel roman scolaire typique. La nuit tombe, et notre gars se dirige enfin vers sa chambre de dortoir, pour y trouver des malédictions et des insultes placardées sur toute sa porte. Le groupe d'étudiants responsable de ce crime odieux mais de bas étage est déjà dans le couloir, ricanant comme une bande de hyènes lâches. Néanmoins, Léon préfère éviter ces gens qui sont inférieurs à lui et entre dans sa chambre. À l'intérieur, Luna se lance dans une véritable tirade quand il s'installe, furieuse que ces types aient osé écrire des choses aussi basses. Mon gars n'est pas vraiment dérangé par ça et préfère discuter de sujets plus urgents. Il veut en apprendre un peu plus sur cet institut. Ce blason qu'il a remarqué sur le drapeau est le même que portait le prince Shark. Peut-être que Shark a aussi traversé dans ce monde avec le roi démon. Malheureusement, Luna n'a pas les détails qu'il souhaite. Elle est tout aussi ignorante de ce monde. Bien qu'elle ait jeté un œil à cette réalité pour guider notre gars, elle n'a pas du tout remarqué le prince. Cela ne laisse à notre gars d'autre choix que d'enquêter et d'explorer les secrets de ce monde par lui-même. Avec le soleil brillant marquant le début du jour suivant, notre gars se prépare pour sa première journée à l'académie. Après avoir arrangé ses cheveux et enfilé son uniforme, il traverse la foule d'étudiants pour se diriger vers son département. Il attire beaucoup trop l'attention, tous les regards étant rivés sur lui. Après tout, l'attitude de mon gars et l'aura qu'il dégage commandent totalement la pièce, et il le mérite amplement. Dans les quelques cours qu'il suit, il apprend quelques notions fondamentales sur ce monde. Il y a quelques années, des espaces mystérieux appelés portails ont commencé à apparaître partout dans le monde. Simultanément, des personnes capables d'utiliser la magie sont également apparues. Pour combattre cette situation, les personnes possédant un talent magique inné ont commencé à attaquer ces portails, récoltant au passage des objets et minéraux précieux.
Ces pilleurs furent surnommés les Seekers. Avec le nombre croissant d'utilisateurs de magie souhaitant devenir des Seekers, le besoin d'instituts pour former ces talents s'est fait sentir. C'est ainsi que cette académie impériale sacrée a vu le jour. C'est un refuge sûr pour ceux qui aspirent à devenir des Seekers. Vous souvenez-vous de cette fille qui est venue voir notre gars à la recherche d'un portail? Oui. Cette fille est la présidente du conseil des élèves de cette académie. Son nom est Izumiya Makoto. Elle impressionne actuellement tout le monde sur les terrains de l'école avec son talent magique exceptionnel, et notre gars l'observe depuis la fenêtre de la classe. Après les cours, alors qu'il marche dans le couloir, il tombe sur les mêmes voyous auxquels il a eu affaire hier. Au fait, le nom de notre gars dans ce monde est Kurubana-kun. Celui avec le visage le plus laid, qui est aussi le chef de ces malfrats, s'avance, voulant que notre gars fasse une course pour eux. Mais mon gars, étant le boss qu'il est, tape sur les nerfs du salaud avec une pique acerbe mais simple. Le voyou perd patience, surtout qu'il veut déjà évacuer la frustration accumulée par l'humiliation d'hier. Le destin faisant bien les choses, Izumiya arrive à ce moment parfait, témoin de ce salaud injuste sur le point de lancer un sort magique mortel sur sa victime. Elle crie un avertissement au voyou pour qu'il s'arrête, mais son avertissement arrive bien trop tard. Le salaud finit par lancer son sort. Notre gars ne reste pas les bras croisés non plus. Il puise dans sa magie de la tribu sombre et gobe le morceau de pierre que le salaud invoque. Littéralement, cet énorme rocher disparaît dans les airs, laissant le salaud bouche bée. Mon gars ne s'arrête pas là pour imposer son aura. Il passe juste devant ce nul sans se soucier de rien, ignorant également la présidente du conseil. Après les cours, Kuroban retourne à son dortoir pour y trouver une note de menace de ce même salaud exigeant que notre gars le rejoigne sur le terrain d'entraînement. Luna suggère qu'il ignore simplement cet idiot. Kuroban, cependant, est prêt à donner à ce type ce qu'il demande. Cela servira également à diminuer les obstacles sur son chemin. En entendant cela, Luna s'enflamme, prête à s'occuper de la menace. Pendant la nuit, notre gars rencontre enfin ses voyous sur le terrain d'entraînement, comme il s'y attendait. Le chef met ses sbires en attente car il veut un duel loyal en 1 contre 1. Il veut donner la leçon qu'il pense que notre gars mérite. De même, Kuroban veut que son adversaire ne le cherche plus jamais s'il gagne le duel. Comme prévu, le salaud éclate de son rire d'anime caractéristique, pensant que c'est lui qui mène la danse. Mon gars, de son côté, reste imperturbable et défie ce clown de charger sans perdre un temps précieux. La bravade de Kuroban tape sur les nerfs du salaud. Au lieu du duel en 1 contre 1 qu'il a demandé, le salaud ne prend même pas la peine d'honorer sa propre parole et appelle ses sbires à l'attaque. Les sbires sans méfiance chargent droit vers leur perte sans réfléchir. Le chef visqueux et dégoûtant se sent très fier de lui après avoir menti sur le combat loyal, mais mon gars reste imperturbable. Pour ce que ça lui fait, même si 100 de ces salauds l'attaquaient en même temps, ce ne serait pas un problème. D'un simple geste de la main, il invoque la magie de la tribu sombre en utilisant une technique appelée miroir du déni. Cela permet à notre gars de retourner leurs attaques contre eux. Ce seul sort suffit à mettre ces salauds hors de combat. Le chef de gang reste bouche bée. Il sait qu'il a royalement merdé en énervant notre gars, et mon gars ne pense pas à pardonner au salaud qui ose lancer une attaque surprise dans son dos. Le chef n'a aucune idée du pétrin dans lequel il s'est fourré. Vous voyez, dans ce monde, la magie est classée en 4 attributs, le vent, l'eau, le feu et la terre. Le type de magie que notre gars manie n'entre dans aucune de ces catégories. La brute est en pleine dépression nerveuse en voyant comment le Kuroban autrefois inutile manie une magie aussi inouïe. Le salaud réalise trop tard qu'il n'a fait que s'enfoncer davantage en traitant Kurobani d'inutile à ce moment critique. Notre gars est absolument furieux, et il ne laissera pas une ordure vivre sur cette terre tant qu'il n'aura pas changé son attitude de merde. Le malfrat pense que sa magie de feu insignifiante peut le sauver, mais il se trompe bien assez vite quand mon gars le met KO avec l'aide de ses arts sombres. Kuroban ne se contente pas d'endormir ce type. Il s'assure d'aspirer tout le mana que ce salaud possède, une capacité unique que seul un détenteur de magie de la tribu sombre possède. Kuroban espère que cela sera une leçon suffisante pour que le type réalise qu'il ne faut pas avoir les yeux plus gros que le ventre. Soudain, l'endroit entier sombre dans le chaos avec des sirènes d'urgence hurlant pour évacuer la zone. Un portail est apparu dans l'enceinte de l'académie, et les étudiants ont ordre de fuir car le niveau de menace est de catégorie rouge, censé être le plus haut niveau de danger. Dans le bâtiment des dortoirs, les étudiants sont en plein chaos, se bousculant pour évacuer, tandis que la présidente du conseil est là pour s'assurer qu'aucun étudiant n'est laissé pour compte. Un aîné est également là pour aider, exhortant Izumiya à quitter les lieux conformément aux ordres du directeur. Il lui est également interdit d'affronter une menace de catégorie rouge. Si quelqu'un devient une victime en tentant de combattre le portail, l'académie devra en assumer la responsabilité. Cependant, la fille a ses propres raisons d'intervenir. Il n'y a pas si longtemps, lorsqu'un portail de catégorie rouge est apparu, les résidents voisins ont subi d'énormes dégâts, et elle refuse de laisser l'histoire se répéter. Sans oublier que la seule raison d'être de cette académie est de former des talents capables de combattre ces portails. C'est précisément pour cela qu'elle a l'intention de s'attaquer elle-même à ce portail. Pendant ce temps, des monstres ont déjà commencé à sortir du portail, les étudiants s'enfuyant, morts de peur.
L'un d'eux essaie même d'utiliser sa magie de la terre pour effrayer une bête qui le suit, mais la créature mâche la pierre avec ses mâchoires et se jette sur l'étudiant. Heureusement, la déesse de l'école arrive et abat plusieurs bêtes à la fois, sauvant cet étudiant de se faire mordre les fesses. Elle ordonne à l'étudiant de chercher l'aide de ses camarades et d'évacuer au plus loin. La fille s'inquiète que si ce portail n'est pas arrêté immédiatement, les bêtes pourraient se diriger vers la ville, causant destruction et panique inutile. N'ayant pas le choix, elle est prête à affronter elle-même le boss du portail. Pendant ce temps, notre gars et sa Loli, Luna, regarde la déesse relever le défi et entrer dans le portail. Avant de continuer, le garçon veut savoir comment ils peuvent fermer le portail. La réponse de Luna est assez prévisible. Tout ce qu'ils ont à faire, c'est de vaincre le monstre qui contrôle la porte, qu'on peut aussi appeler le boss. Avec ça en tête, ils décident d'y aller directement sans perdre de temps. Cependant, Luna est hésitante à cette idée. La magie noire que notre gars possède est peut-être puissante, mais elle consomme énormément de mana. Mais mon gars n'est pas prêt à rester les bras croisés et à regarder la ville sombrer dans la destruction. Il doit agir et neutraliser la menace du mieux qu'il peut. Luna est fière de la personne qu'est notre gars. Sans plus hésiter, il passe à l'action, se dirigeant droit sur le monstre boss. Pendant ce temps, à l'intérieur de la porte, la présidente du conseil des élèves a déjà éliminé un tas de monstres de bas niveau. Cela suffit à lui seul pour épuiser sa force et son mana. Elle apprend à ses dépens qu'une porte de catégorie rouge n'est pas quelque chose à prendre à la légère. Les choses ne font qu'empirer pour elle lorsqu'un énorme dragon serpentin apparaît juste derrière elle, prêt à la dévorer. Mais heureusement, Kurobin parvient à arriver à temps. Il punit ce salaud avec son attribut sombre pour avoir tenté de blesser la déesse du campus. Alors que le monstre tombe, ses yeux parcourent la brume et se fixent sur son sauveur. Izumiya est abasourdi en voyant son camarade d'académie arriver et décimer la créature d'un seul coup. Elle le remercie pour son aide, tandis que Luna est simplement heureuse qu'il l'ait sauvé à temps. Kuruban est content que Azumea soit saine et sauve, et, oui, le One Piece est réel. Ce qui la dérange le plus, c'est le type de magie qu'il vient d'utiliser, ce qui l'amène même à se demander quel genre de type il est vraiment. Au lieu de se concentrer là-dessus, notre roi nonchalant insiste sur le fait qu'il devrait d'abord fermer la porte, lui rappelant que c'est pour cette mission qu'elle est venue à l'origine. Izumiya se souvient soudain de son véritable objectif et est d'accord pour finir le travail d'abord. Bien que dans un coin de sa tête, elle n'arrive pas à considérer Kurobaniren comme un élève ordinaire. C'est parce que ce type est arrivé bon dernier lors des combats simulés de l'académie, ce qui signifie que le gars avait les pires notes imaginables. Mais tout à coup, il se déplace comme Mike Tyson à son apogée, surtout quand il utilise ce type de magie étrange. Quoi qu'il en soit, ils se mettent en route pour nettoyer la porte et chercher le monstre boss. En chemin, ils sont confrontés à un groupe de monstres, ce à quoi Izumiya active son sort de prison aquatique, emprisonnant la plupart d'entre eux dans un vortex bleu, les faisant tournoyer dans une sphère d'eau flottante. Même Luna admet que cette présidente des élèves est impressionnante pour son calibre, ce qui plaît à notre gars, car Izumiya correspond bien à la candidate la mieux notée de l'Académie impériale. Soudain, le sol explose devant eux alors qu'un golem titanesque au physique sculpté tente de les écraser. Notre gars esquive la tentative d'écrasement du golem. Ripostant avec la magie de l'attribut sombre, Kurabeni lance cette fois l'âme aveugle, une puissante frappe de faisceau qui anéantit le golem en une seule explosion. Izumiya est stupéfaite en regardant le monstre tomber en morceaux, réalisant que cet homme se déplace comme une légende. Ce n'est même pas le fait qu'il utilise un type de magie unique, mais plutôt l'efficacité avec laquelle il utilise chaque sort, avec une vitesse d'incantation parfaite. C'est presque comme si elle regardait un mage expérimenté, quelqu'un qui avait passé des décennies sur le champ de bataille avant ce combat médiocre. Quoi qu'il en soit, le duo s'avance pour affronter le boss, l'air. Kurobani dit à la présidente des élèves de se préparer alors qu'ils entrent tous les deux dans la salle du maître de la porte. Cette nouille rouge est un dragon de malade avec un design incroyable. La bête est officiellement appelée un dragon de lave, et ce n'est pas une menace ordinaire. Izumiya le qualifie de monstre extrêmement puissant documenté dans leurs livres. Et même notre gars lui dit de faire attention car la créature va se déchaîner avec ses attaques de feu et de queue à longue portée. Le déchaînement est sur le point de commencer lorsque la bête prépare une explosion de feu avec sa magie avant de lancer un hyper laser comme le Rayquaza des Pokémon dans cette scène de son combat contre Deoxys. L'attaque de queue suit peu après, alors que Izumiya est prise au dépourvu et parvient à peine à éviter d'être écrasée sous son poids. C'est entièrement grâce aux avertissements de Kuroban qu'elle a réussi à se préparer à l'esquive. Ripostant comme il se doit, la présidente des élèves lance une énorme lance de glace, mais le dragon la brise sans subir la moindre égratignure. C'est un choc total pour elle car la lance de glace est littéralement censée être super efficace contre les créatures de type feu, mais la chaleur intense de ce dragon de lave la fait fondre avant même de l'atteindre. Le combat n'est pas terminé, et Kuraban est prêt à passer à la vitesse supérieure. Il lance le sort griffe mortelle, invoquant des griffes de magie noire depuis le sol pour frapper le dragon de toutes les directions. À ce moment, le dragon de lave choisit d'utiliser ses ailes et d'échapper rapidement à la confrontation au lieu de se faire empaler. Luna pense que ce monstre lâche triche,
mais c'est une stratégie valide quand le monstre a littéralement des ailes pour voler. Izumiya ne s'attendait pas à ce que les choses prennent cette tournure et demande des instructions pour leur prochaine stratégie, ce qui pousse notre gars à lui demander d'utiliser une magie autre que sa capacité de glace. La présidente des élèves lui assure qu'elle a accès à d'autres formes de magie, ce qui est parfait car Kuroban lui ordonne de ralentir la créature en utilisant ce genre de magie. Izumiya comprend son rôle et fait confiance au plan de notre gars. Suite à cela, elle puise immédiatement dans la magie du vent, créant une tempête verte avant de lancer une véritable rafale aérienne. Cette attaque est extrêmement efficace contre le Pokémon de type vol. Je veux dire, le monstre. Le dragon de lave a du mal à résister à la force du vent, ce qui le force à s'immobiliser. Luna fait signe à notre gars d'agir avec la seule opportunité qu'il a, alors Kurobani puise à nouveau dans sa magie noire spéciale. Des papillons du vide l'encerclent alors qu'il les envoie vers le monstre boss en utilisant une capacité appelée Maître des Abysses. Les papillons entourent la créature jusqu'à ce que Kuroban claque des doigts, agissant comme s'il était le héros X de l'anime. Ces mêmes papillons sont en fait des pièges à détonation. Pensez-y comme à des mini-grenades télécommandées, et toutes s'illuminent pour exploser en même temps. Cette réaction en chaîne est si dévastatrice qu'elle anéantit la bête avec un impact total. Kuroban regarde la créature se faire pulvériser en pleine face. À la fin, le dragon de lave gît sur le sol, les ailes en lambeaux, la peau brûlée, et vaincu. Luna félicite son maître pour son exploit remarquable d'avoir vaincu le maître de la porte. Même Izumiya est stupéfaite, et bien qu'elle ait une tonne de questions à lui poser à la manière des paparazzi, pour l'instant, elle est juste heureuse de célébrer la fin de la bataille épique à laquelle ils ont participé. Kuroban pense la même chose, et les deux finissent par fermer la porte rouge, rentrant sains et saufs. Les créatures à l'extérieur avaient déjà été éliminées par la présidente des élèves, ce qui signifie qu'il n'y a pas eu de réels dégâts. Soudain, la présidente des élèves est interpellée par quelqu'un qui est suprêmement furieux de sa désobéissance. C'est le directeur de l'Académie impériale sacrée, Shiro Atsushi, et il veut savoir pourquoi elle s'est rebellée contre ses ordres et s'est aventurée à l'intérieur de la porte. Notre gars consulte immédiatement son Google local, alias Luna, pour se renseigner sur ce type au hasard. Shidu Atsushi est un directeur ostentatoire de l'Académie, avec une institution qui rassemble et perfectionne les mages. Et grâce à cela, il a acquis une richesse digne des Androutat. Cela fait réfléchir notre gars, car si ce type est vraiment le directeur de l'Académie, il doit avoir un lien quelconque avec le prince Shark. En même temps, il est bien trop tôt pour faire une telle supposition pour l'instant. Izumiya fait face au directeur en s'excusant immédiatement, soulignant qu'elle ne pouvait pas rester là à regarder les gens être menacés par le danger. Mais le directeur obstinait la coupe, la traitant avec condescendance pour avoir joué les justicières. Il lui pose la fameuse question et si, demandant ce qui se serait passé si la situation avait mal tourné. Venant à sa rescousse, notre gars soutient humblement que le directeur pourrait au moins avoir quelques mots d'encouragement pour les actions vaillantes de la présidente des élèves. Shidu exige de savoir qui est ce nouveau, lui rappelant qu'il n'a pas à se mêler de leur conversation. Mais la présidente des élèves défend notre gars à son tour, soulignant que c'est grâce à ce même étranger qu'elle a réussi à fermer la porte de la plus haute difficulté. Cela suscite un grand intérêt dans les yeux de Shidu avant qu'il n'éclate de rire, humiliant le gamin à la seconde où il se souvient que Kuroban Ren est le bouffon le moins bien classé de son académie. Refusant de croire au ridicule de la situation, il se retourne pour partir, mais Izumiya le supplie de lui accorder son attention. Cette fois, Shidu déclare que le pire élève de l'académie n'aurait pas pu réussir à fermer une porte de la plus haute difficulté, alors il traite toute l'affaire comme un bluff ridicule inventé par ses élèves. Disant ces mots, il part en trombe avec son escorte, laissant notre gars en pleine contemplation. Kurobe comprend maintenant que même si Shark n'est pas associé à ce type, il doit enquêter plus profondément sur l'identité du directeur. De retour au dortoir, cet homme respire enfin un air de détente en rentrant chez lui. Luna est déjà en train de pester contre le comportement orgueilleux du directeur, mais ce n'est qu'un autre indice de la vie merdique que Kuroban Ren a dû mener dans cette école. La messagère de la déesse est en fait impressionnée par Izumiya en comparaison et surprend soudain notre gars en train de lire quelque chose. Kuroban est en fait en train de vérifier les notes du journal de Kuroban pour trouver des indices sur le directeur. C'est une violation de la vie privée, mais c'est quelque chose qui doit être fait. Le jour où notre galéon a envahi le corps de Kuroban, il a déjà réalisé que ce gamin était au bord du gouffre, comme s'il avait renoncé à vivre. Commençons à lire le journal. Le garçon harcelé était à bout. Il aspirait à devenir un sécaire juste pour réunir de l'argent pour les frais médicaux de sa petite sœur. Mais, malheureusement, il a désespéré en réalisant qu'il n'avait aucun talent pour la magie. Cette unique faiblesse est devenue l'héritage de sa vie, les gens le traitant comme de la merde, lui laissant des mots, le terrorisant en classe, et après les cours le mettant KO plus fort que Anthony Joshua ne l'a fait avec Jake Paul. Chaque jour est devenu un véritable enfer, et le garçon ne pouvait pas échapper à ce cycle de torture. Les derniers mots du garçon exprimaient à quel point sa vie était devenue frustrante. Il a même pleuré dans son dernier écrit, ses larmes gravées dans la note. En lisant tout cela, Luna se rend compte que Kuroban est vraiment secoué.
Il regarde la lune, déclarant qu'il doit rendre justice pour la vie que ce pauvre garçon a endurée. Dans son bureau, Shidu est en train de lire le dossier de notre gars, trouvant facile de l'accabler en se basant sur son bulletin qui a la plus basse évaluation. Le directeur trouve vraiment impressionnant que ce raté ne voit pas qu'il pourrait facilement se faire expulser de l'académie. Dans la scène suivante, nous avons une séquence de douche de notre belle. Elle réfléchit à notre gars, comment Kuroban est censé être l'élève le moins bien classé. Rien ne semble normal, surtout les changements récents, et elle est aussi certaine de sa supposition qu'elle leste de la rondeur de son fessier. Le lendemain, notre gars est invité à une conversation privée par le vice-président, Naru Shuya. Cet intello les prend pour une discussion en tête-à-tête, rappelant ce qui s'est passé hier avec la présidente et Azumiya. Le vice-président questionne les intentions de notre gars, voulant savoir si l'élève était intéressé par l'acquisition du plus de butin possible à l'intérieur de la porte. Il sait d'après le récit des Azumiya qu'il l'a aidé, mais il pense aussi que c'est juste une couverture qu'elle a inventée pour le défendre. Nerus le réprimande pour avoir essayé de jouer au héros et d'avoir créé des problèmes à la présidente des élèves. Même Luna est énervée contre ce binoclard qui parle comme s'il avait la science infuse. Quoi qu'il en soit, Kuroban clarifie qu'il a aidé à bloquer la porte. Nerus ricane, rappelant au gamin qu'il n'a jamais gagné un seul combat simulé pendant les tests scolaires. Il voit clairement que ce ne sont que des mensonges, refusant de croire un seul mot. À ce moment-là, Izumiya est arrivée. Elle cherchait en fait notre gars pour discuter. Maintenant qu'elle est là, Nerus met fin à la discussion, leur ordonnant de laisser le conseil des élèves gérer les choses la prochaine fois. Quant à Izumiya, il lui ordonne de venir le voir l'après-midi même pour une discussion. Le regardant partir, Izumiya demande si le binoclard a encore dit des méchancetés à notre gars. Mais Kuroban est cool avec ça, scène foutant royalement de ce type et demandant simplement pourquoi elle le cherchait. Il s'avère que le directeur de l'académie veut lui parler maintenant. Kuroban se rend directement dans le bureau de Shidu où il essaie de prendre la pause sans même leur jeter un regard. Immédiatement, le directeur ordonne à Kurobeni de quitter l'académie, sur son ordre. C'est un ordre frénétique et soudain qui fait sursauter Azumiya, qui demande une raison. Shidu proclame que c'est simple. Le garçon a les plus bas scores en magie et n'a pas gagné un seul combat depuis son arrivée. Cela signifie qu'il n'a aucun talent, et les mages sans talent n'ont pas leur place ici à l'académie, donc c'est une sortie facile pour lui. Ramassant le bulletin, notre gars suggère calmement que tout ce qu'il a à faire est de prouver sa force. Il sait qu'il y a des combats simulés prévus pour le mois à venir et pose comme condition de les gagner tous en échange de la coopération du directeur. C'est une offre insultante pour Shidu, qui la trouve ridicule. Mais ensuite, il lit le programme et découvre que le combat de Nerus contre Kurobani aura lieu à cause de cela. Cet affrontement serait essentiellement une condamnation à mort immédiate car Nerus est le deuxième plus grand talent derrière Izumiya. Le directeur accepte cette offre, à la grande satisfaction de notre gars. Kuroban est si heureux d'effacer l'arrogance de cet homme de son visage. De retour au dortoir la même nuit, notre gars est occupé à revoir le programme avec Luna. Alors qu'il quittait le bureau de l'administration, la présidente des élèves l'a arrêté, le suppliant de revenir sur ses paroles. Sa position n'a jamais été en danger au départ car l'académie n'expulse jamais personne pour de mauvaises notes. C'est juste que le directeur a une dent contre ce gars. Le problème en perdant les combats simulés, c'est qu'il sera inévitablement expulsé maintenant. Bien qu'elle connaisse ses compétences, elle pense que c'est un défi bien trop dangereux pour lui d'affronter Nerus. À ce moment-là, Kurobani l'a simplement regardé et l'a remercié de s'inquiéter. Mais, vraiment, la condition ne le dérange pas du tout. De plus, il a déjà pris sa décision dans le but de prouver à tous ses détracteurs qu'il ont tort. En réfléchissant à ces mots maintenant, Luna pense que ce serait tout à fait normal si Kurobani arrêtait simplement de fréquenter l'académie. Mais notre gars croit qu'il est préférable pour lui de rester à l'académie pour surveiller personnellement les activités du prince Shark. Après tout, il soupçonne fortement un lien entre le directeur et le prince. Il évoque même une théorie personnelle folle selon laquelle le prince Shark posséderait spirituellement le corps du directeur. Cependant, Luna a immédiatement rejeté cette théorie, révélant qu'elle a la capacité de sentir les êtres de l'autre monde, donc elle serait capable de le dire si c'était le cas. Avec cette option écartée, la stratégie actuelle de Kuroban est de continuer à fermer les portes entrantes tout en poursuivant ses deux cibles, le roi démon Belphar et le prince Shark. Étrangement, la petite messagère boude à ces mots, ce qui l'amène à lui demander ce qui ne va pas. Elle pensait juste au lourd fardeau que le grand sorcier Kurobani doit porter, même si c'est un ordre de la déesse. Malgré le fardeau, Kurobani se sent en fait reconnaissant pour cette opportunité. Il était déjà mort dans cette dimension du vide. C'est donc l'occasion parfaite pour lui de se venger de Shark, celui qui a causé sa perte, et même de Belphar, le roi démon qui menace la sécurité de ce monde. Au final, il est content des ordres de la déesse, alors Kuroban assure à la petite messagère qu'elle n'a aucune raison d'être triste. Ces paroles rassurantes illuminent son visage, la rendant sincèrement heureuse qu'un homme aussi incroyable que lui ait été choisi pour cette tâche. Leur conversation terminée, Kurobani veut se reposer pour les combats simulés à venir.
La petite fille crie d'excitation, déclarant qu'il va faire un carton plein pour montrer à tout le monde qui est le patron. Au fond d'elle, elle espère aussi désespérément que tous les vœux de Kurubani se réalisent. Le lendemain arrive, et nous trouvons les concurrents sur les terrains de combat. Le premier adversaire du gars est un autre clown qui est juste content d'affronter le pire élève de l'académie. Le public dans les gradins encourage tous l'autre type, ayant pitié de Kurobin, mais notre gars ignore tout ce bavardage alors que le combat entre les deux mages commence. L'adversaire de Kurobin commence avec une audacieuse frappe de vent, lançant un rayon vert pour vaincre son adversaire. Au moment où l'attaque le touche, notre gars disparaît comme s'il s'était évaporé sous l'impact. Cela fait croire à ce clown qu'il est très puissant. Son adversaire n'a même pas pu supporter un seul coup. Mais ensuite, Kuruban lui rappelle la réalité en apparaissant juste derrière lui comme un fantôme. Ayant préparé un sort de terre, Kuraban frappe le corps de son adversaire avec des pierres en utilisant une explosion de roche. À la fin de ce sort, le gars est à terre dans la pose de Yamcha, consacrant notre gars comme le vainqueur du premier match. Cette victoire écrasante stupéfie les spectateurs. Tous parlent du pire élève de l'académie qui a battu quelqu'un de bien meilleur que lui. Izumiya a l'air d'une petite amie fière, tandis que Nerus a l'air d'un haineux en colère. Luna fait remarquer que cet homme n'a même pas besoin d'utiliser la magie de la tribu sombre pour éliminer ses amateurs. C'est ce qui est génial avec le sorcier de l'autre dimension. Elle est ravie de le voir mettre une raclée à tous ses faibles. Le massacre continue avec Kurobani détruisant un type après l'autre en utilisant les mêmes sorts, certains abandonnant même directement face à lui. Sa série de victoires est assez choquante pour donner une crise cardiaque au directeur. Le gars n'arrive pas à comprendre comment le gamin le plus stupide de l'académie est maintenant sur une série de victoires. Pendant une seconde, il commence vraiment à se demander si ce gamin a réellement fermé la porte rouge avant de se manipuler à nouveau pour croire le contraire. Nerus frappe à sa porte et voit le directeur qui a demandé un entretien personnel avec lui. Shidu explique que Nerus va évidemment combattre l'outsider ici dans les combats simulés. Mais pendant ce combat, Shidu ordonne au vice-président des élèves d'utiliser sa force maximale, lui rappelant de ne pas être négligent, même une seconde. Fait intéressant, Nerus a déjà des plans pour son adversaire. Dans tous les combats de Kurobin qu'il a observés, il n'a vu que de la magie de la terre être utilisée. Même avec ce niveau de compétence, Nerus soutient qu'il lui est bien supérieur en termes de talent, ce qui plaît beaucoup au directeur. Le gars est si heureux d'entendre une confirmation réelle concluant leur discussion. En sortant, Nerus se perd dans ses pensées, sachant que le directeur est prudent comme s'il y avait quelque chose de vraiment inquiétant à propos de son prochain adversaire. Quoi qu'il en soit, ce type a trop d'ego et croit qu'il n'y a aucune chance qu'il perde ce combat. On se dirige vers une autre victoire pour notre gars. À ce stade, tout le monde le flatte, la définition même de transformer ses détracteurs en fans. Les gens se demandent ce qui a bien pu lui arriver pendant que Kuribani comprend qu'il s'en sort bien. Izumiya lui donne de l'éau et lui rappelle qu'il n'a besoin que d'un dernier effort avant d'atteindre la liberté totale. Pendant ce temps, le binoclard traîne dans les parages, surprenant leur discussion. Enfin, l'annonceur en arrive au plat principal de l'événement, le combat simulé entre Kuribani et le vice-président, Nerus. Les deux combattants s'avancent pour se foudroyer du regard, et les provocations commencent avec Nerus conseillant à son adversaire de ne pas prendre la grosse tête après ses récentes victoires. Notre gars remet ce puceau à sa place en jouant la carte du calme, exprimant qu'il est seulement intéressé par la victoire. Nerus pense qu'il se la joue aisant et ne peut pas perdre car il a tout vu, mais notre gars prédit que sa victoire future est gravée dans la pierre. Le binoclard prend son courage à deux mains, jurant de faire regretter à son adversaire une telle décision. La scène est tendue, et tous les yeux sont rivés sur eux alors que le combat final commence. La confiance du binoclard crée des failles dans ses pensées, car l'idée qu'un élève du bas du classement puisse balayer les autres est hallucinante pour lui. Il commence à se demander si Kuruban a intentionnellement tout planifié depuis le début pour enchaîner les victoires en cachant ses vrais pouvoirs. Quelle que soit la stratégie à 4000 de QI que son adversaire a concoctée, Nerus est déterminé à la détruire. Il commence par activer une magie du vent de haut rang, créant un arc et une flèche pour un sort de tir foudroyant. En relâchant son arc, il lance 3 flèches foudroyantes qui foncent en direction de Kuroban. Répondant de manière appropriée, notre gars pose sa main au sol, invoquant un mur d'argile géant pour une défense parfaite. La taille de cette chose étonne son adversaire, car même son sort de haut rang a simplement rebondi sur le mur sans causer de dégâts. Le mur fond, et la confiance de Nerus aussi, qui ne comprend même pas comment il a pu rater son coup alors qu'il l'avait lancé plus tôt. Le public est en émoi, maintenant abasourdi que Kuraban soit capable de contrer le vice-président. Nerus, embarrassé, essaie de retrouver son calme, se rappelant que son adversaire ne peut utiliser que la magie de la terre. Avec ça en tête, il lève la main pour activer sa propre magie de la terre. Nerus lance des pierres géantes qui lévitent juste au-dessus de son adversaire avant de les faire pleuvoir en une pluie de météores, ou dans ce cas, une pluie de rochers. Kuraban regarde, se préparant à contre-attaquer avec la magie du vent. Il se concentre et anéantit la tempête de rochers avec une rafale aérienne. Cette contre-attaque est une autre réponse parfaite à la tentative de Nerus et un énorme choc pour lui.
Le binoclard est terrifié de réaliser que notre gars peut même utiliser la magie du vent, tandis que le public est en extase, acclamant la performance de l'outsider contre le vice-président. Certains d'entre eux commencent à se demander comment ce gamin a accès à plusieurs attributs, et la raison est simple. Izumiya intériorise que les sorciers capables de lancer plusieurs attributs sont rares, car il faut beaucoup de temps pour maîtriser ne serait-ce qu'un seul type d'attribut magique. Même s'ils y parviennent, la maîtrise de l'un est généralement inférieure à l'autre, mais Kuroban est une sacrée machine. Le mec est littéralement en train de lancer parfaitement 2 éléments. Nerus laisse éclater sa frustration. Il n'avait pas calculé que notre gars utiliserait un autre élément. Kuroban en a marre et demande directement pourquoi cette ordure aime prendre les gens de haut, une réponse qui semble incompréhensible pour Nerus. Notre gars s'emporte, soulignant comment le vice-président tire des conclusions hâtives, à une arrogance monstre et même de l'imprudence. La seule bonne chose chez ce type, c'est sa prouesse magique, mais sa personnalité est pire que celle d'un mouchoir en papier mouillé. Ce rappel à la réalité humilie et stupéfie le vice-président, qui le prend à l'envers et pense que notre gars le dénigre intentionnellement. Il se lance dans un discours sur le fait qu'il ne reconnaît que les forts, et que la seule personne qui correspond à cette catégorie est Azumiya elle-même. Il a fait de son mieux pour devenir digne de se tenir à ses côtés. C'est pourquoi il est si arrogant au point de supposer que l'élève le plus faible n'est pas de taille face à lui. Alimenté par la colère, Nerus lance un sort d'eau spécial, une autre magie d'attribut de haut rang. Le public sait que cet attribut est censé être le meilleur du binoclard à ce jour. Déclarant que c'est la fin pour son adversaire, Nerus lance le sort d'eau, réussissant à piéger la jambe de Kuroban. Puis une violente tempête bleue enveloppe son corps. Ce sort puissant s'appelle Cocytus, l'atout final de Nerus. Il est si puissant que même la magie du vent ne suffit pas à le contrer. La magie de la terre non plus. Le vice-président suppose sa victoire, surtout en voyant Kuroban scellé dans la glace comme s'il était un des avatars. La différence est que la nation du feu a attaqué de l'intérieur de son corps, déconcertant une fois de plus le binoclard. La cage de glace commence à se fissurer, et avec elle toutes les chances de victoire de Nerus dans ce combat. La glace est pulvérisée par les flammes brûlantes de Kuroban, une révélation d'un 3e attribut de la part de l'élève le plus faible. Mais ce n'est pas tout. Kuroban continue pour prouver qu'il peut lancer plus de types de magie. Par exemple, il rassemble assez de glace pour former un rocher gigantesque. Puis il le pulvérise de toutes ses forces, dispersant les fragments à travers l'arène. Ces fragments frappent le sol tout autour de Nerus, une attaque à large portée qui lui inflige des dégâts minimes car la plupart des fragments le frôlent. À la fin de cette tempête de glace, le vice-président est à genoux comme un bon toutou, sans aucune défense contre elle. Kuroban domine sa victime avant de laisser le clown avec un seul conseil pour ses objectifs futurs. Il dit à Nerus que la seule façon pour lui d'atteindre ses objectifs d'acquérir de la force est de regarder plus loin devant au lieu de regarder derrière. Mais même s'il le faisait, il ne pourrait pas dépasser ses limites. En gros, mon gars a sorti le clash le plus poli et dévastateur de tous les temps. À la fin, Nerus pose la même question que tout le monde. Qui est cet homme? Il essaie de foncer sur Kuroban, qui ne prend même pas la peine de le regarder alors qu'il s'effondre. Le combat est terminé. Kuroban Ren est officiellement déclaré vainqueur. Le soir même, nous avons une réaction savoureuse du directeur qui est furieux, incapable de concevoir comment l'élève le plus faible a pu sortir 4 attributs de son chapeau. Les mots d'Izumiya lui reviennent en mémoire, et pourtant il nie la vérité même face à des preuves convaincantes. Prenant les choses en main, il maudit notre gars, se prenant littéralement la tête avec un enfant, au passage, et compose un numéro pour le faire expulser de force. C'est la nuit, et pendant que Luna est en train de sommeiller, notre gars met de l'ordre dans ses pensées après le combat qu'il a gagné. Grâce à cela, il a réussi à faire en sorte que le directeur révoque son expulsion, ce qui soulève la question, quelle stratégie doit-il adopter à partir de maintenant? Il a déjà un tas de notes griffonnées, ses 2 principales menaces, et le lien de l'académie avec tout cela. Bien qu'il veuille personnellement poser des questions au directeur, il s'avère que celui-ci est parti en voyage d'affaires. Cela signifie que sa priorité absolue en ce moment sont les portails problématiques. S'il peut seulement les bloquer, alors il pourra tranquillement relier les points derrière ceux connectés au roi démon Belphar. Le grand mage se demande qui sera sa première cible alors que la scène passe au lendemain matin dans sa salle de classe. Une certaine silhouette entre en classe, captant immédiatement l'attention de notre gars. Le professeur écrit son nom au tableau, se déclarant le nouvel enseignant assigné à la classe. Ashiba comprend que c'est une nouvelle soudaine, mais espère que les élèves prendront bien soin de lui. Les filles sont déjà en admiration devant ce type, tandis que notre gars lance un regard suspicieux, sachant que quelque chose cloche. Pendant la pause à la cafétéria, les élèves discutent des combats simulés épiques. Tous sont occupés à parler de la performance exceptionnelle de Kuroban, en particulier de la façon dont il a dominé le 2e meilleur atout de l'académie. Certains d'entre eux commencent même à se demander si ce type sera capable de leur enseigner la magie. Izumiya vient s'asseoir en face de notre gars et le félicite pour sa performance exceptionnelle lors des combats simulés. Kuroban accepte le compliment chaleureux pendant qu'elle continue de le flatter et le remercie encore plus d'avoir corrigé le comportement de Naruzu.
Même si le binoclard se sentait dégoûté d'être traité avec condescendance, il a fini par être d'accord avec les paroles de son adversaire. Malgré tout, Izumiya refuse de laisser passer la situation concernant le directeur, en particulier la façon dont il a géré l'affaire de l'expulsion. Cela rend Kuroban assez curieux pour poser des questions sur la personnalité de Shidu, se demandant s'il a toujours été comme ça. Apparemment, Shidu était un ancien chercheur, donc c'était un bon mage. Mais dernièrement, les gens ont commencé à spéculer sur le fait qu'il aurait de mauvaises fréquentations. Cela correspond à l'hypothèse de Kuroban. Mais soudain, la nouvelle tombe, une augmentation du nombre de portails. Ces portails apparaissent partout, mais sont également fermés par des héros compétents. Malgré tout, on dit aux gens de rester sur leur garde et on les exhorte à ne pas approcher des portails environnants, surtout s'ils sont des citoyens ordinaires sans magie. Cela rappelle à Kuroban les mots de Luna. Elle lui a dit que tout portail laissé sans surveillance trop longtemps finirait par libérer des monstres qui ravageraient le monde entier. Bien sûr, pas sous la surveillance de cet homme, car il allait s'assurer qu'un sombre avenir ne se produise jamais. Le grand mage fait part de sa demande personnelle à Izumiya, et ce dont il parle reste inexpliqué alors que la scène coupe au milieu de la nuit. Kuruban a l'intention de patrouiller cette région pour vérifier si un portail apparaîtrait à proximité aujourd'hui, tandis que Luna raconte comment il a nettoyé tous les portails qui sont apparus dès leur apparition. Elle trouve ça vraiment cool qu'il soit le super-héros secret qui élimine les portails sans que personne ne le remarque. Au milieu de leur conversation, un portail vert s'ouvre. C'est un niveau de catégorie verte. Kuroban entre avec assurance, intéressé par l'exploration de l'environnement environnant. Ce ne sont que des arbres, bien qu'ils soient très difficiles de voir à cause du brouillard, et Luna l'exhorte à être prudent à chaque pas. Un peu plus tard, cet homme laisse des cadavres de monstres derrière chaque pas et entre dans la partie la plus profonde de la forêt. Étrangement, Luna fait remarquer qu'il n'y a rien autour, mais Kuroban sent alors une présence juste derrière elle. La petite guimauve est attrapée par une créature et arrachée à son maître. Au moment où elle se retourne, elle voit un démon démoniaque de paralysie du sommeil prêt à la dévorer d'une seule bouchée. Luna crie, rappelant à la créature qu'elle n'est pas censée être dévorée et fait de son mieux pour s'échapper. Pendant ce temps, notre gars lui ordonne de rester immobile, faisant un geste proactif pour utiliser une fois de plus la magie de la tribu sombre. Des griffes violettes jaillissent de l'arbre, s'élançant dans un effort pour empaler la gargouille. La créature tente de s'échapper, mais une griffe mortelle finit par le percer de toutes parts, transformant le monstre en tranche de fromage. Les coups sont fatals, faisant tomber le monstre au sol. Luna se précipite vers son maître, le remerciant de lui avoir sauvé la vie. Elle est incroyablement impressionnée par son déploiement magique rapide, craignant d'y être morte, mais Kuroban explique qu'il a fini par s'habituer aux embuscades soudaines dans les profondeurs de la région infernale. C'est pourquoi il est capable de réagir rapidement sans inquiétude, impressionnant davantage la petite guimauve flottante. Le portail est nettoyé peu de temps après, la mission du jour étant terminée. Kuruban est content d'avoir nettoyé cette région de portail et s'apprête à repartir quand soudain une volée de pics de terre fonce sur lui. Il s'écarte de leur trajectoire, évitant chaque coup et se concentrant sur l'assaillant qui vient de tenter de lui tendre une embuscade. Kuroban localise cette personne qui le regarde d'en haut, depuis le sommet d'un bâtiment. Ce type est sacrément impressionné, et il est assez évident que ce mec est en fait Ashiba, son nouveau professeur, qui se trouve être un John Wick à temps partiel. Bien sûr, notre gars n'a absolument aucune idée de qui est ce type, juste qu'il s'agit d'une menace imminente à gérer. Immédiatement, Kuroban ordonne à Luna de se cacher car ils font face à un adversaire compétent. Elle s'enfuit tandis que notre gars exige de connaître son identité et ses intentions en l'attaquant. L'assaillant ne semble pas intéressé à répondre à ses questions et répond simplement avec un sort de feu flamboyant à la place. L'attaque est esquivée par Kuroban immédiatement après, ce qui lui vaut les éloges de Ashiba, mais il n'a pas tout à fait terminé car il lui lance des frappes de flammes plus violentes venant de toutes les directions. Maintenant, notre gars est encerclé et il n'a nulle part où fuir. Ashiba est confiant que celle-ci fera mouche, mais il a oublié de prendre en compte un facteur crucial. Le sorcier ultime commande la magie des ténèbres en utilisant un sort appelé le dévoreur sinistre, qui crée un espace ouvert, avalant toutes les flammes dans une autre dimension. Kuroban cesse de débarrasser de l'attaque sans effort, stupéfiant l'assassin qui n'avait jamais vu ce genre de magie utilisée de sa vie. Refusant de le laisser s'échapper, Kuroban commande l'utilisation de la griffe mortelle comme son deuxième sort de magie d'attribut sombre. Des pics jaillissent près de lui et démolissent le bâtiment même sur lequel il se tenait, mais heureusement, Ashiba a réussi à s'échapper sans subir de blessures mortelles. Il a une entaille profonde au bras, réfléchissant au fait que son adversaire a accès à un étrange type de magie. Mais au lieu de se concentrer là-dessus, son objectif actuel est de prioriser la fuite car le prédateur est rapidement devenu la proie. Dans un nuage de fumée, l'assassin quitte la scène avec succès, à la grande déception de Kuroban. La petite guimauve sort de sa cachette et apprend la situation. Dans la scène suivante, ils sont tous les deux de retour au dortoir, discutant de l'identité de l'agresseur. Notre gars n'a aucune idée pour l'instant, mais il a pu mémoriser en toute sécurité les mouvements de l'assassin. L'instinct de Kuroban lui hurle que l'assassin est en quelque sorte lié à l'académie,
et il jure d'attraper ce type pour de bon la prochaine fois, ayant même l'intention de rassembler toutes les informations possibles sur lui. Le jour suivant, nous sommes de retour dans la salle de classe. Ici, Kuruban s'approche et observe l'instructeur griffonné au tableau. Peu après le cours, Ashiba trouve l'élève, exprimant un grand intérêt pour lui après avoir appris sa capacité à fermer le portail rouge tout seul. Bien sûr, Kuroban ridiculise le directeur pour ne toujours pas croire en son accomplissement. Jouant le rôle d'une personne de confiance, Ashiba l'assure qu'il croit les paroles du garçon et qu'il a pu le confirmer lors de ses combats simulés. De manière menaçante, il souhaite bonne chance à l'élève pour ses futures performances. Ils se séparent, mais ce professeur a ce sourire manipulateur et sournois à la Light Yagami, comme s'il avait obtenu ce qu'il voulait. Dans la séquence suivante, Ashiba note discrètement la tentative de Kuroban sur un autre portail. Il est vengeur pour ce qui s'est passé lors de leur dernier combat et a l'intention de faire souffrir le garçon. C'est seulement parce qu'il a baissé sa garde l'autre jour, mais maintenant il ne se laissera pas surprendre une seconde fois, surtout avec un nouvel appareil qu'il a sur lui. Au grand choc de cet homme, Kuroban termine le portail en un temps record, comme s'il n'avait jamais existé. Il l'a nettoyé au moment même où Ashiba réfléchissait, et pourtant le mec pense encore qu'il va gagner. Utilisant l'appareil, il fait signe à ses hommes d'intervenir. Le reste des assassins sortent de l'ombre pour s'en prendre à un gamin, agissant comme s'il était la version à 20 doigts de Sukuna ou quelque chose du genre. Tous combinent leurs sorts pour infliger un coup final explosif, causant une grande destruction. Observant la scène depuis l'endroit parfait, Ashiba rit, qualifiant la mission de décevante et se retournant, convaincu d'avoir tué le gamin. Au moment où il leur fait signe de vérifier le cadavre, ses propres subordonnés lui hurlent dessus via la transmission. Ils sont là, tremblants de peur, terrifiant Ashiba quant à ce qui aurait pu se passer. Il refuse de croire que le garçon a survécu à une explosion aussi gigantesque. Même un assassin de sang-froid perd son calme et essaie de se ressaisir, se rassurant en se disant qu'au moins le gamin ne sait pas où il se cache. Et puis notre gars surgit de nulle part derrière lui, déconcertant une fois de plus l'assassin. L'avantage avec Kuroban, c'est qu'il a une petite partenaire qui peut facilement le chercher. Cette même partenaire est l'orbe violette qui plane pour scanner la zone. C'est Luna. Peu importe, cependant. Kuroban a coincé ce type et libère une onde de vent. Cela fait tomber le masque de Ashiba, exposant son identité au grand jour. L'assassin ne sait même pas quand le garçon a réussi à le découvrir. Vous vous souvenez quand Kuroban observait attentivement sa façon d'écrire au tableau? C'est parce qu'il a compris que Ashiba utilisait un autre bras pour écrire juste après le combat, grâce à la blessure qui lui avait été infligée. Puis il a enquêté davantage avec l'aide des Izumiya et a découvert que l'instructeur était un ancien chercheur. Cela correspondait au sort de flamme que l'assassin avait utilisé l'autre jour, confirmant son identité car tous les indices menaient à une seule personne, Ashiba Kizuke. Le provoquant, Kuruban demande si cet homme a retrouvé sa résolution perdue. Il a l'intention de faire parler ce type sur toutes les raisons pour lesquelles il cesse de donner la peine de tenter d'assassiner un étudiant. En entendant cela, l'assassin maniaque éclate de rire, félicitant le jeune garçon de l'avoir acculé au point de découvrir son identité. En même temps, il rappelle au garçon qu'il n'est qu'un étudiant, un qui ne devrait pas être si arrogant. En disant cela, le mec prépare une attaque supernova littérale comme s'il était en mode Freezer de Dragon Ball Z. L'environnement même fond juste à cause de la chaleur résiduelle. Ashiba rit, annonçant la fin de tout pour le garçon. C'est sa technique ultime, celle qu'il a utilisée pour désintégrer des milliers de monstres puissants, un atout qu'il n'utilise pas souvent. Déclarant la fin de sa cible, l'assassin envoie ce putain de soleil dans sa direction, tandis que Kuroban semble le dominer de loin. Le protagoniste est en fait très familier avec ce sort, et soudain, la confiance de Ashiba s'est fissurée. Il ne croyait pas ses yeux. L'étudiant avait lancé une version de sa propre magie de l'attribut feu, une technique appelée la flamme cramoisie. C'est moi, ou c'est juste Jogo contre Sukuna de l'arc de Shibuya. Les deux sorts de flammes s'affrontent dans un clash de rayons à l'ancienne avant de détonner dans une forte explosion, s'annulant mutuellement. L'atout de Ashiba est annulé, et c'est un miracle à ses yeux car il venait d'utiliser la magie du plus haut niveau disponible dans le domaine de l'attribut feu. Mais son hypothèse est en fait fausse, comme le dit Kuroban, à ses yeux, cette ridicule boule de feu n'est qu'une magie de niveau intermédiaire. Son ton condescendant énerve l'assassin. Il devient complètement fou et crie sur le garçon, mais Kuroban s'en fiche et interpelle Ashiba sur sa mention d'avoir tué un millier de monstres. Cela jouant à fond, le mec remet ce type à sa place en révélant qu'il a tué plus de 100 000 monstres, donc c'est juste des chiffres de débutant comparés à son niveau. Le saisissant à la gorge, Kuroban enveloppe le corps de Ashiba avec l'essence de la magie noire. L'assassin peut sentir son attraction magnétique autour de lui comme si elle drainait son énergie. Soudain, il perd le contrôle de son corps, l'immobilisant complètement au sol. Luna regarde, ravi que son maître ait enfin atteint son objectif. Mais notre gars n'a pas encore fini. Il a quelques affaires à régler. Saisissant Ashiba par la mâchoire, Kuroban exige de connaître l'identité de l'homme qui a envoyé l'assassin. Il sait déjà que c'était Shidu, et le manque de réponse de l'instructeur est une bonne réponse.
L'assassin panique, révélant frénétiquement qu'il ne faisait que suivre les instructions et faire son travail pour éliminer les personnes s'approchant des portails. Cela confirme à Kuroban que la cible de Shidu n'est pas seulement lui, mais toute personne qui se met en travers du chemin de la gestion des portails, ce qui confirme à 100% que le directeur est du côté du roi démon depuis le début. La question évidente est de savoir pourquoi il encouragerait également les étudiants en tant que jeune mage talentueux s'il était vraiment du côté du roi démon. Donc cette théorie n'est pas entièrement exacte non plus. Mais une chose est sûre, le directeur joue un rôle critique ici. Kuroban tourne son attention vers sa victime qui tremble de peur, tandis que notre gars réfléchit que même confronter Shidu avec cet assassin ne servira à rien dans cette situation. Au lieu de cela, un peu plus tard, il attache simplement ce type et le met de côté. Au moins avec cette action, le directeur sera beaucoup plus prudent dans ses entreprises sans prendre de décision hâtive la prochaine fois. C'est exactement ce que Kuruban recherche alors qu'il déclare qu'il démasquera le véritable cerveau qui manipule le champ de bataille. Dans la scène suivante, Shidu arrive au domaine de quelqu'un. Il frappe à la porte et monte à l'étage, se rappelant que chaque fois qu'il vient ici, c'est toujours un environnement étrange et inconfortable. Le directeur frappe à une autre porte et obtient la permission d'entrer. La première chose qu'il fait est de s'incliner devant son maître, le vrai cerveau, quelqu'un qui ne le regarde même pas. L'homme exige simplement d'entendre son rapport, et Shidu finit par tout expliquer sous un jour positif. Mais lorsqu'il est interrogé sur d'éventuels obstacles ou changements dans leur plan, Shidu révèle sa curiosité personnelle. Il sait qu'un certain étudiant est apparu dans son académie avec des résultats exceptionnels, du jamais vu. Puis, il se trouve que ce même gamin est capable d'utiliser les 4 éléments distincts de la magie. Malgré tout cela, Shidu exprime une confiance absolue, racontant qu'il a déjà envoyé un assassin pour s'occuper du gamin et l'éliminer. Son maître se lève, manifestant son intérêt pour en savoir plus sur cette histoire. C'est quelque chose qui l'interpelle, comme s'il n'avait pas envisagé ce développement. Après avoir appris la montée en puissance soudaine et écrasante de l'étudiant, il estime que le gamin a toutes les raisons de faire obstacle à leur plan, mais le proviseur est encore trop confiant quant à l'assassin qu'il a envoyé, assurant le succès de cette mission. Cependant, son maître n'est pas si confiant, car si c'était le cas, l'assassin aurait déjà rapporté le succès de la mission. Cela stupéfie Shidu qui attrape rapidement son téléphone, refusant d'envisager l'idée d'un échec. Le soi-disant assassin qu'il a envoyé après notre garçon est actuellement ligoté et impuissant. Son téléphone sonne dans sa poche, mais il ne peut même pas répondre à l'appel. C'est juste une autre raison convaincante pour Shidu de croire que le gamin a dû déjouer même l'assassin. Son patron considère cela comme un échec de mission immédiat. Alors que Shidu est de plus en plus frustré, il avait une bonne impression de Kuroban Ren, mais pas à ce point. Il est à court d'options jusqu'à ce que son maître recommande une méthode parfaitement plausible. Si l'on a affaire à un mage exceptionnellement talentueux, tout ce qu'ils ont à faire est de forcer ses amis à lui servir d'appât. Ce genre de plan excite vraiment ce salaud de proviseur, car il peut deviner vaguement ce que son maître suggère. Shidu attrape un anneau que son maître lui lance. Et bien qu'il pense qu'il est trop tôt pour cette méthode, il est aussi vrai qu'ils ont besoin de données pour la prochaine phase d'expérimentation. Le proviseur affiche un large sourire, assurant le succès de la mission cette fois, car c'est la raison même pour laquelle ils ont rassemblé une tonne de sorciers au départ. Le chef est intrigué par ce développement soudain et attend avec impatience des rebondissements plus intéressants. Il est d'une humeur si positive qu'il se demande s'il est temps d'ouvrir un véritable portail noir dans ce monde. Et gardez à l'esprit que le portail de la plus haute difficulté connue actuellement est le rouge. Le lendemain même de cette discussion, notre garçon est convoqué au bureau pour une autre annonce étrange. Le gars est stupéfait d'entendre Shidu souligner sa propre erreur dans l'évaluation des capacités de l'étudiant Kurobeni et même s'excuser pour tout le comportement grossier qu'il a eu jusqu'à présent. Shidu comprend que son changement d'attitude peut sembler un peu étrange, mais c'est uniquement parce qu'il est maintenant conscient du véritable potentiel du gamin, c'est pourquoi il veut traiter notre garçon avec le respect qui lui est dû. En s'approchant, le proviseur partage des informations sur l'afflux et l'augmentation récent des apparitions de portails. Pour cette raison, il veut que notre garçon coopère avec la présidente du conseil des étudiants, Izumiya, pour aider à sceller autant de portails que possible. En analysant ces paroles, Kuruban comprend que le rôle est de surveiller les zones où la fréquence des portails est élevée. Le proviseur est ravi que le gamin comprenne vite et lui propose une poignée de main, agissant comme s'il croyait sincèrement en lui. Kuruban joue le jeu, mais il n'est pas le protagoniste de manhwa naïf habituel. Il sait que ce port de menteur complote quelque chose, c'est pourquoi notre garçon a son propre plan. Cette poignée de main à l'instant. Kurobani a utilisé sa magie noire pour un petit quelque chose en plus. Après la réunion, il explique sa stratégie à Azumiya. Plus tôt, il a tendu un piège, puis il lâche la bombe de la tentative d'assassinat de Hashiba sur ses ordres. On ne sait pas si le proviseur a déjà compris, mais Kurobani peut facilement voir à travers les véritables objectifs de Shidu. Cela amène la présidente du conseil à se demander pourquoi il n'a pas simplement rejeté l'offre du type, car cela n'a aucun sens. Malheureusement, Kuroban admet qu'ils doivent s'occuper des portails et qu'il a son propre plan pour contrer les choses.
Le problème est qu'il n'a pensé qu'à lui-même, donc il prévoit aussi de sceller les portails tout seul. Soudain, Izumiya élève la voix, exprimant son choix de participer aussi. Elle ne veut pas ignorer la réalité simplement parce que c'est dangereux et veut aider son ami chaque fois que nécessaire. Même Luna peut voir que cette fille est obstinément déterminée, donc il ne sert à rien de la contredire. Finalement, notre garçon accepte et fixe les heures de la soirée pour leur mission. Dans la scène suivante, il se prépare pour le raid. En se promenant dans la zone, il ne sent étrangement aucun éveil de portail. Pendant qu'ils ont du temps libre, Kurobani lui demande directement si elle a peur des monstres qui se cachent au fond des portails. Disant toute la vérité, même la présidente du conseil admet qu'une partie d'elle est terrifiée. Mais malgré ses peurs, elle a le devoir de protéger les innocents des gens qui les menacent. C'est la raison même pour laquelle elle s'est engagée à devenir une sorcière au départ. Son sens aigu de la justice est en fait un reflet clair de l'image passée du grand sorcier. C'étaient les mots exacts que cet homme a prononcés avant son voyage pour tuer le roi démon. Abandonnant son personnage de fille cool, Izumiya rougit et dit chaleureusement à Léon qu'elle aura toujours la force de se battre tant qu'elle sera à ses côtés. Sa tentative de séduction est malheureusement interrompue par l'apparition d'une violente réaction de portail. Ce genre d'énergie sombre crépitante stupéfie même notre garçon. Les deux mages sont trop surpris pour réagir alors que le portail utilise des lianes sombres pour piéger Azumea, la forçant à l'intérieur. Notre garçon est impuissant à sauver la demoiselle en détresse à temps alors que le portail noir l'avale. Son apparition soudaine n'a pas été anticipée par Kurobani, qui est terrifié par la pression intense qui émane du portail. Il n'a pas le temps d'avoir peur, car son ami est en grand danger. Celui qui orchestre toute la situation est le proviseur, qui observe la scène se dérouler sur 8 moniteurs différents. Avec ça, il a créé l'appât parfait pour Kurobani. Le cerveau de l'opération s'attendait à ce que son plan se déroule rapidement comme prévu. Le meilleur atout du portail noir est que la créature à l'intérieur est une bête de destruction absolue, qui aime s'attaquer aux mages avec d'énormes quantités de mana. Cela l'amène à se demander comment le jeune garçon réagira à un portail aussi terrifiant. Kuraban est sur le point d'entrer, mais Luna arrive, le suppliant de reconsidérer ses actions. Ce n'est pas un portail normal. C'est bien plus dangereux qu'un portail rouge, et on ne sait pas ce qui se cache à l'intérieur. Kuraban peut déjà dire que l'apparition du portail ici, de tous les endroits possibles, n'est pas une coïncidence, mais une situation planifiée. C'est un événement manipulé par le proviseur, les attirant ici pour qu'ils puissent les piéger tous les deux à l'intérieur du portail et en finir avec eux ensemble. Les risques sont bien réels. Même Kurobani admet que c'est un portail dangereux, mais il ne peut pas l'ignorer non plus. Luna crie en voyant les monstres qui sortent du portail. Ce sont des dragons rouges géants qui vont terroriser le monde extérieur même s'il entre. Heureusement, un éclair jaune vient à sa rescousse, abattant les 3 dragons avec chaque tir de flèche de foudre. Les monstres s'effondrent au sol, étonnant notre garçon alors que Nérus fait son apparition. Il demande une mise à jour immédiate à Kuruban, qui finit par tout expliquer. Nérus est très choqué d'apprendre que la présidente du conseil des étudiants est piégée à l'intérieur du portail noir. Malheureusement, d'autres monstres sortent du portail comme une traînée de poudre, et ils doivent les abattre rapidement. Kuruban veut aider, mais Nérus insiste sur le fait qu'il peut gérer cela tout seul, permettant à Kuruban de s'occuper des choses à l'intérieur du portail. C'est une stratégie difficile, mais c'est la meilleure qu'il ait. Alors Kuruban fonce et vise à entrer dans le portail. Ça énerve le vice-président de ne pas être digne de sauver Izumiya, mais en réalité, même lui comprend que Kurobani est le seul à pouvoir la sauver. Il place ses espoirs en lui et regarde les monstres, se déclarant leur adversaire tout en tirant des flèches de foudre sur les dragons. Enfin, allons à l'intérieur du portail noir pour explorer l'environnement. La façon la plus simple de le décrire est un paysage en ruine, complètement dépourvu de vie normale. Ici, Kurobin confie à son familier une mission très importante. Vous vous souvenez du dragon de lave qu'ils ont affronté dans le portail rouge? Ouais. Ce monstre boss est littéralement un monstre de base dans ce portail. Pourtant, Kuroban n'est pas inquiet alors qu'il ouvre les portes de la magie noire, manifestant les pics faux de la calamité. Le dragon de lave tente de le taillader, mais Kuroban est bien plus rapide et tranche net le bras de la bête. Puis il continue en lui coupant les membres et la tête. S'occuper de tous ces dragons va lui prendre beaucoup de temps, et notre garçon ne veut pas ça. Au lieu de ça, il insiste sur le fait qu'ils finiront tous par le craindre et lui céderont le passage de force. Observant les événements se dérouler à l'extérieur du portail, le proviseur est simplement heureux que Kurobani soit stupidement entré au lieu de s'enfuir. Il traite le garçon d'idiot pour avoir couru droit vers sa propre mort. En parlant du soi-disant garçon idiot, Kuroban a déjà dégagé le premier chemin et s'approche maintenant d'une fissure étroite, la partie la plus profonde de ce donjon. Au fait, affronter une horde de dragons de lave l'a pas mal fatigué, mais Kurobani reste cool. Il a déjà fait face à un niveau de difficulté extrême similaire en endurant les profondeurs de l'étage de l'enfer, donc c'est juste une situation normale pour lui. Encore une fois, son assurance renforce la confiance de Luna en lui, car maintenant leur seule mission est de sauver Izumiya et d'en finir avec cet endroit. En parlant d'elle, elle est actuellement coincée avec tout un tas de tentacules autour de son corps,
ce qui me fait m'interroger sur les goûts de l'auteur en écrivant cette histoire. Le monstre boss est en fait une monstruosité Lovecraftienne à un œil, et il retient Izumia en otage malgré sa lutte acharnée pour se libérer. Étrangement, elle sent son énergie être siphonnée de son corps, ce qui ne fait que brosser le tableau de l'horreur que ce monstre déchaînerait s'il s'échappait dans le monde extérieur. Des milliers de personnes mourraient pendant que Izumia se demande si son cher ami Sen est sorti sain et sauf. En même temps, elle sait que ce n'est pas le moment pour lui de se défiler la queue entre les jambes. Sachant qu'il n'abandonnera pas, elle rassemble un peu de confiance pour lancer un sort de feu. L'acte héroïque d'Izumia échoue spectaculairement car elle est incapable de lancer la moindre magie, lui faisant comprendre que ce monstre draine le mana de son corps. Le monstre ouvre sa gueule gigantesque, un aspirateur rempli de spirales infinies dedans qui sont sur le point de causer la perte d'Izumia. La présidente du conseil se prépare à sa fin jusqu'à ce qu'elle entende notre garçon arriver en trombe avec sa faux, tranchant les tentacules excités de la créature. Le monstre hurle d'agonie pendant que Kurobani s'excuse auprès d'elle d'être arrivé en retard. Son désespoir a maintenant disparu, remplacé par l'espoir que son protecteur bien-aimé est arrivé. On passe au proviseur comploteur, qui rapporte fièrement la situation du portail et déclare la fin de Kuroban. Son maître veut que ces deux puissants sorciers deviennent de la nourriture pour son abomination. Kuroban affronte son monstre de portail le plus puissant à ce jour, tandis que sa prétendante est là, coincée dans des tentacules, bien trop calme pour la situation. Luna l'avertit de se méfier des tentacules qui drainent le mana. C'est un genre de monstre inhabituel, différent de tout ce qu'il a combattu dans ce monde ou le précédent. Pourtant, même s'il fait face à des monstruosités bizarres, ses points sont pour tout le monde et ne font aucune discrimination. La créature lance un tentacule sur lui, forçant notre garçon à esquiver. Mais alors qu'il est en l'air, il remarque l'énorme cratère laissé par une seule attaque. Cela signifie qu'être touché ne serait ce qu'une fois garantirait la mort de Kuroban, donc sa meilleure option est de bombarder rapidement son corps principal d'attaque. Activant la magie d'attribut sombre, il défie le monstre géant avec des dizaines de grands pics de sa propre création. Griffe mortelle est à nouveau ajoutée, et bien que Luna pense que cela suffit pour tuer le boss, Kuroban voit cela comme un effort futile. Le corps principal de la créature est toujours indemne. Pulsant d'une férocité rageuse, le monstre crie et enfonce ses tentacules profondément dans le sol. C'est un événement étrange. Même Kuroban ne peut pas prédire l'attaque à venir, pas avant que Luna n'informe son maître du tentacule qui surgit par derrière. Grâce à son avertissement, il esquive, se faisant même érafler par l'impact. Heureusement, ce n'était pas un coup direct, sinon il serait déjà cuit. Pourtant, malgré ses tours de magie noire, Kurobana trouve pénible d'affronter ce genre de monstre unique et n'arrive pas à comprendre ses schémas d'attaque. La créature sort un autre tentacule pour le flanquer par derrière, forçant Kurobana à utiliser sa faux pour le trancher. De plus en plus de tentacules surgissent des côtés, le harcelant de toutes les directions, mais il les découpe comme des sushis. La messagère de la déesse est attristée. Elle n'a vu cet homme se battre sans arrêt que depuis qu'il a mis les pieds dans le portail noir, ce qui signifie que son mana doit être à sa limite. Vu la façon dont Izumia est actuellement traitée, elle ne peut pas survivre beaucoup plus longtemps. Le problème si Kuroban affronte directement le corps principal de la créature et qu'il risque aussi d'être submergé par les tentacules, ce qui signerait son arrêt de mort. Décidant d'envoyer tout balader et de foncer, cet homme jette sa faux, fixant le monstre avec une détermination féroce. Il s'élance à une vitesse folle pour se rapprocher du corps principal de la créature. Izumia le regarde, impuissante et inquiète. Comme prévu, le monstre le submerge de nombreux coups de tentacules. Pour les contrer, il utilise le sort dévoreur sinistre des deux mains pour créer des fissures dimensionnelles qui avalent tous les tentacules entrants. Puis il court vers le corps principal en utilisant ces mêmes tentacules, forçant le monstre à couvrir son corps principal pour se défendre. Kuroban ne va pas laisser sa seule chance lui échapper comme ça, alors il puise à nouveau dans la magie noire, lançant une douzaine de portails et tirant des rafales d'énergie, le sort connu sous le nom de lame aveugle. Cela anéantit toutes les défenses, laissant le corps principal complètement vulnérable aux attaques. Kuroban saute pour faire face à son œil énorme, déclarant la fin de tout. Pour son attaque finale, il rassemble chaque parcelle de mana pour le sort ultime force perdue, frappant l'œil du monstre avec une finition dévastatrice. Cela inflige suffisamment de dégâts pour que le boss explose de douleur. Ses tentacules sont réduits à néant, libérant même Izumia de leur emprise. Le combat est terminé alors que la présidente du conseil tombe du ciel. Son chevalier servant la sauve en toute sécurité. Kuroban vérifie son état, et bien qu'elle puisse à peine parler, elle lui sourit chaleureusement comme si elle était sur le point de devenir la femme de cet homme. Et maintenant, le meilleur, le proviseur réalise soudainement que son plan ultime, le portail noir lui-même, est en train de disparaître tout seul. C'est un changement inattendu. Il est impossible que Kuroban ait pu réussir quelque chose de ce calibre. Pas moyen qu'il ait pu vaincre le maître du portail noir. Shidu vérifie l'anneau, sachant qu'il doit toujours l'avoir. Il le saisit rapidement et le met, ayant rassemblé toutes les pierres d'infinité nécessaires pour anéantir exactement la moitié de l'univers. Attendez. Merde. Mauvaise histoire.
Mais avant que ce pseudo-Thanos ne puisse faire quoi que ce soit, notre garçon frappe à la porte. Faisant une entrée fracassante telle l'incarnation des ténèbres, Kuroban reproche au proviseur d'avoir commis une erreur fatale en entraînant Azumiya dans leurs histoires. Il se tient devant le proviseur déconcerté qui se demande comment il a pu arriver là, tandis que Kurobani se positionne comme l'éradicateur de la vermine comme lui. Shidu demande ce que Kurobani fait là, et notre garçon avoue qu'il utilise un certain sort pour placer une marque sur son corps, ce qui lui permet ensuite de se téléporter directement à la base secrète. Cela irrite le proviseur car il se souvient soudain que la silhouette sombre sur le corps de Kurobani plutôt pourrait être la marque dont il parle. Et au fond de lui, Shidu se sent mal à l'aise car il n'a jamais entendu parler de ce genre de magie auparavant. Il balaie cela d'un revers de main et suppose que Kurobin n'est qu'un adolescent insolent qui fait le malin, mais cette pensée se brise presque instantanément. L'instant d'après, Kuruban prend le contrôle de la conversation et devient le dominant, demandant directement au proviseur s'il est celui qui a invoqué le portail. Il lui dit aussi que mentir est inutile car il peut déjà voir tout l'équipement caché derrière lui et que le seul choix intelligent qui reste est de dire la vérité. Kuroban l'accuse alors d'avoir créé un centre d'entraînement pour jeunes sorciers et demande pourquoi il ferait cela si ses motivations étaient toujours sombres et tordues. Le proviseur s'arrête un moment, puis avec un air sinistre, il avoue enfin que son but était de créer de la nourriture. Kuruban est d'abord confus alors que Shidu explique qu'il veut remplir les ventres des monstres au-delà du portail et que toutes ses victimes, tous ces pauvres étudiants sont cultivés dans ce seul but. C'est pourquoi il admet sans hésitation être celui qui a ouvert le portail. Il profite du chaos et gagne à la fois pouvoir et autorité en s'agenouillant devant les monstres. Kuroban écoute tout, mais il ne peut oublier que dans le plan cruel de son maître, l'homme a même essayé de sacrifier l'innocente Izumiya. Il voit Shidu comme une ordure absolue qui rampe sur la terre, et ce qui le met le plus en colère, c'est que l'homme ne ressent aucun regret. Il est suffisant et fier de ce qu'il a fait. Shidu invoque alors son élément feu et dit qu'il se fiche du genre d'insulte que Kuroban lui lance, car à la fin, l'adolescent va mourir. Avec cette confiance, le méchant lance des boules de feu vers Kuroban, certain que cela mettra fin au combat, mais Kuroban est bien plus puissant que le proviseur ne le pense. D'un simple geste de la main, il crée un bouclier et anéantit chaque boule de feu d'un seul mouvement net. Shidu est confus car la magie ne s'approche même pas de Kuroban et disparaît complètement avant de l'atteindre. Puis il réalise que Kuroban le provoque, lui disant ouvertement de l'attaquer correctement cette fois et de montrer sa vraie force. Le proviseur devient furieux et pense qu'il doit montrer à cet adolescent à quoi ressemble vraiment une punition. Et lorsqu'il remarque l'apparence rude et malmenée de Kuroban, il se convainc que Kuroban est déjà vaincu et qu'il a maintenant le dessus. Il rassemble à nouveau son élément feu et charge une autre attaque, menaçant que cette fois-ci, elle effacera complètement Kurobani. Mais rien de tout cela ne se produit, car juste au moment où les boules de feu sont sur le point de frapper, Kurobani utilise sa magie d'attribut sombre, miroir du déni, et crée un champ de force autour de lui. Les boules de feu ricochent sur la barrière et foncent droit sur Shidu, ne lui laissant aucun temps pour s'échapper alors que sa propre attaque s'écrase sur lui. Il hurle d'agonie et s'effondre au sol, crachant une épaisse fumée tandis que son corps tremble. Il ne peut pas croire qu'un étudiant qu'il considérait autrefois comme incompétent puisse le vaincre si facilement. Mais lorsqu'il lève les yeux et voit l'aura qui émane de Kuruban, il comprend enfin qu'il n'est pas face à une personne ordinaire. Le proviseur se force à se relever et réalise qu'il n'a plus d'autre choix que d'invoquer un portail ici même s'il veut avoir une chance de gagner. Il plaque sa paume pour activer la magie. Mais avant qu'il ne puisse finir, quelque chose lui transperce la main, et il hurle de douleur. Kuroban s'approche de lui et dit calmement qu'il connaît la vérité, qu'en portant tous ses anneaux, le proviseur peut matérialiser un portail. Shidu recule en trébuchant et supplie désespérément qu'on lui pardonne. Mais avant que les mots ne sortent complètement de sa bouche immonde, Kurobani le frappe violemment et lui brise la mâchoire, l'envoyant s'écraser au sol. Kuroban le relève et lui dit qu'il va s'assurer qu'il crache la vérité. Il exige de savoir pour qui il travaille et où il se trouve en ce moment. Mais avant qu'il ne puisse demander quoi que ce soit de plus, une ombre noire sort soudain de la bouche du proviseur. Il devient silencieux et tombe sans vie sur le sol. Kuruban réalise qu'il a perdu sa chance de lui soutirer des réponses. Mais ailleurs, dans une pièce vaste et solitaire, un homme blond réfléchit calmement à la perte de l'un de ses pions. Il sait que Kuroban a peut-être gagné cette petite bataille, mais alors que le prince Shark se lève et regarde la lune, il comprend que la guerre est imminente et loin d'être terminée. Le lendemain, Kurobani retrouve Azumiya sur le toit, alors qu'il fixe le drapeau qu'il méprise si profondément. Il explique ce qui s'est passé avec Shidu et comment, lorsque l'homme se réveille après l'attaque, il a perdu tous ses souvenirs. Les autorités le placent tout de même en garde à vue, mais la vérité reste inchangée. Des portails continuent d'apparaître à d'autres endroits, ce qui signifie que Shidu n'a jamais été le seul derrière ce complot. Cela correspond exactement à la théorie à laquelle Kurobani croit déjà, et il ne fait aucun doute dans son esprit que Shark est impliqué d'une manière ou d'une autre. Une voix calme résonne dans ses pensées, l'avertissant de ne pas baisser sa garde car la guerre approche. Kuroban le sait déjà, et en silence, il met Shark au défi de faire de son pire, car quoi qu'il arrive, il le trouvera et l'anéantira. Un peu plus tard,
Kurubani essaie de dormir quand des souvenirs de sa vie passée refont surface. Il se souvient d'avoir vaincu le roi démon et d'être retourné à son orphelinat en héros victorieux, promettant aux petits garçons et aux petites filles qu'il leur apprendrait la magie. Il se souvient à quel point il était heureux de travailler aux côtés du prince Shark et comment tout cela s'est terminé par une trahison brutale et mortelle qui a conduit à la mort de tous ceux qu'il aimait. Le cauchemar devient trop lourd à supporter, et il se réveille en sursaut, pris de panique. Alors qu'il reprend son souffle, il remarque la lumière du soleil qui entre par la fenêtre et réalise que c'est déjà le matin. Il sait que Shidu a été renvoyé après tout ce qui s'est passé, mais il sait aussi que l'homme n'agissait pas seul. Un profond malaise s'installe en lui alors qu'il regarde le drapeau au sommet de l'école, car il sent que Shark est toujours là, quelque part à proximité. Kuroban pense que Shark attend qu'il fasse un geste, et il se promet silencieusement que le moment venu, il prendra sa revanche, quel qu'en soit le prix. Plus tard dans la journée, tout le monde remarque un homme en costume rouge vif avec des cheveux blonds éclatants qui marche dans le couloir. Il est présenté comme leur nouveau directeur, et Kuroban se souvient avoir entendu dire qu'il en aurait un bientôt, bien qu'il ne s'attendait pas à ce que cela arrive si vite. Izumiya dit à Kuroban que le nouveau directeur a demandé un entretien privé avec lui, et Kuroban accepte immédiatement car il veut vraiment savoir quel genre de personne est cet homme. Il demande à Izumiya si elle et le nouveau directeur sont déjà proches. Izumiya explique que sa famille est assez riche et a un statut élevé, et qu'ils se connaissent bien. Elle dit qu'il est en quelque sorte son oncle, quelqu'un qui s'est occupé d'elle depuis son enfance. Il s'agit de Johnny Coleman, un instructeur pour une organisation qui ne rassemble que les meilleurs sorciers du monde entier. Kuruban comprend ce que cela implique et réalise que l'homme doit être extrêmement compétent. Izumiya ajoute que Johnny a un palmarès impressionnant, ayant fermé tellement de portails qu'on ne les compte plus. Luna interpelle mentalement Kuruban et suggère qu'il devrait absolument le rencontrer pour juger de sa véritable personnalité en personne. Kuruban accepte, pensant que c'est une bonne occasion d'établir un contact avec un sorcier puissant, et il décide de ne pas juger Johnny sur la base de rumeurs. Il veut se faire sa propre opinion seulement après l'avoir rencontré en personne. Kuroban et Azumiya se rendent ensemble au bureau du directeur, où Johnny les accueille tous les deux avec une chaleur sincère. Il sait déjà exactement qui est Kuroban, et voir le sourire radieux de Johnny donne à Kuroban l'impression que la pièce est remplie de soleil et de sérénité. Pourtant, Kuroban se sent un peu nerveux face à l'enthousiasme débordant de l'homme, et même Luna semble prise au dépourvu. Kuroban demande discrètement à Izumiya si Johnny est toujours aussi énergique, et elle soupire en admettant que oui, ajoutant cependant que son optimisme a tendance à déteindre sur les gens. Johnny explique qu'il vient de Sabre, une organisation et une institution qui réunit des sorciers du monde entier. Il dit que Sabre ne se limite pas à la formation. Ils sont également responsables de la gestion des portails qui apparaissent à travers le monde. En termes simples, ils protègent l'humanité des catastrophes qui s'échappent de ces portails. Après leur diplôme, les étudiants peuvent rejoindre l'association des sorciers, mais pour entrer à Sabre, il faut devenir l'élite de l'élite. De là, Kuroban comprend que Johnny n'est pas seulement compétent, mais un sorcier de haut niveau avec une position élevée même au sein de Sabre. Alors que Johnny continue de parler, son ton devient un peu vantard, ce qui met Kuroban et Izumiya légèrement mal à l'aise. Sentant le moment opportun, Izumiya ramène doucement la conversation sur le droit chemin et demande à Johnny ce qu'il voulait discuter de si urgent avec Kuroban. Johnny devient plus sérieux et explique que Kuroban sait déjà que le monde est sous la menace constante de la réouverture des portails. Il admet que Sabre est à court de personnel et manque de main-d'œuvre, c'est pourquoi ils n'ont pas pu poster quelqu'un en permanence dans cette région. Jusqu'à présent, cette stratégie fonctionnait car aucun incident majeur ne s'est produit ici, et chaque fois que des portails apparaissaient, ils se refermaient généralement d'eux-mêmes. Cependant, la situation a changé ces derniers jours avec l'émergence du portail noir. Johnny dit que même Sabre ne peut plus se permettre de l'ignorer, c'est pourquoi il a été envoyé ici. Selon les hautes autorités de Sabre, le niveau de danger du portail noir surpasse même les menaces de catégorie rouge. Si les monstres piégés à l'intérieur parvenaient à s'échapper, des centaines, voire des milliers de vies innocentes pourraient être perdues en un instant. Johnny explique que c'est exactement pour cela qu'ils doivent rester alertes et surveiller de près l'apparition de tout nouveau portail. Cependant, Sabre n'a pas assez de personnel pour tout couvrir, et c'est là que Kurobana entre en jeu. Pour faire face au chaos grandissant, Johnny demande de l'aide à Kuruban et à Izumiya. Ils pensent qu'ils ont les compétences nécessaires pour affronter le portail noir. Kuruban et Izumiya sont clairement choqués d'entendre quelqu'un du rang de Johnny parler d'eux avec une telle confiance. Johnny révèle alors qu'il a reçu des rapports montrant qu'ils ont également été impliqués dans la fermeture d'un portail auparavant. Une enquête plus approfondie prouve que même les meilleurs membres de Sabre ont eu du mal à gérer le portail noir. En raison de leur expérience, il veut qu'ils restent sur leur garde et utilisent leurs capacités exceptionnelles. Il met un accent particulier sur la puissance écrasante de Kurobani et dit qu'elle est vitale pour défendre le monde contre cette menace. Kuroban tend immédiatement la main et accepte, disant qu'il ne refuserait jamais une chance de protéger le monde. Izumiya essaie d'intervenir et de clarifier que celui qui a vraiment conquis le portail noir était quelqu'un d'autre. Mais avant qu'elle ne puisse finir, une alerte urgente retentit. Un rapport arrive,
annonçant qu'un portail de catégorie rouge est apparu près de l'école. Izumiya se tourne vers Johnny et lui demande quel est son plan. Johnny répond calmement que c'est l'occasion parfaite de tester leurs capacités à tous les deux. Izumiya l'avertit une fois de plus de ne pas prendre la situation à la légère, clairement inquiète du danger. Avant qu'elle ne puisse en dire plus, Kuraban l'interrompt et déclare avec confiance qu'ils sont prêts pour le défi. Sur ce, ils acceptent la mission et se préparent à partir, disant à Johnny qu'ils le retrouveront avec son équipe à l'extérieur du portail. Peu de temps après, Kuraban et Azumiya arrivent à l'emplacement du portail, dont la présence est lourde et inquiétante dans l'air. Alors qu'ils se préparent à avancer, quelqu'un les interpelle soudainement et dit qu'il se joindra à eux. Nerus s'avance et ajuste ses lunettes, souriant en faisant remarquer qu'à plusieurs, un combat est plus facile et plus amusant. Kuruban y réfléchit un instant et convient qu'avoir de l'aide supplémentaire est une décision judicieuse. Leur équipe étant désormais au complet, ils s'avancent ensemble vers le portail. Chacun d'eux porte sa propre résolution et sa confiance, déterminés à conquérir ce qui les attend. Ils sont prêts à prouver leur force et à montrer à tout le monde quels puissants sorciers ils sont vraiment. Luna est secrètement heureuse que Kuroban franchisse enfin un portail avec plus d'une personne à ses côtés. En même temps, Kuroban se souvient de ce que le directeur lui a dit plus tôt, qu'il voulait voir leur force alors qu'ils conquéraient ce portail ensemble. Cela lui rappelle son ancien monde où il a appris que la confiance dans un groupe est ce qui donne vraiment envie aux gens de se battre à ses côtés. Cette même confiance est quelque chose qu'il voit maintenant clairement chez Izumiya et Narus. Grâce à cela, il comprend une fois de plus pourquoi le travail d'équipe est si important. Leur détermination étant alignée, ils foncent tous les trois droit dans le portail. Ils se précipitent vers le centre et repèrent bientôt plusieurs types de monstres qui les cherchent déjà. Kuruban dit à tout le monde de faire de son mieux et de rester concentré. Izumiya s'avance immédiatement et déclare qu'elle fera le premier pas en abattant le monstre de type loup. Elle invoque sa lance de glace et tire des pics de glace acérés droit sur lui, perçant son corps. Cependant, un loup perce sa défense et se jette sur elle. À la dernière seconde, Kurobana réagit et utilise sa magie d'attribut sombre pour trancher la créature nettement en deux. Alors qu'il s'occupe de cette menace, Kurobana ne remarque pas le golem de pierre qui se rapproche lentement derrière lui. Au moment où ils s'en rendent compte, il crie à Nerus d'utiliser sa magie. Pile au bon moment, Nerus lance un éclair visant directement les yeux du golem, l'endommageant suffisamment pour arrêter son attaque et protéger Kuroban. Luna attire alors l'attention de Kuroban sur un essaim de chauve-souris qui fonce sur lui par le haut. Kuruban lui dit calmement de ne pas s'inquiéter. Une fois de plus, il déchaîne sa magie d'attribut sombre, une explosion rageuse, et crée une puissante onde de choc qui renvoie les chauves-souris en arrière avant qu'elles ne s'écrasent au sol, sans vie. Luna se sent soulagée et satisfaite alors que Kurubani expire enfin et baisse sa garde. Une fois la bataille calmée et la zone devenue silencieuse, Izumiya s'excuse et dit qu'elle est devenue un fardeau et que les autres ont dû veiller sur elle. Nerus s'excuse également, admettant que sa réaction a été plus lente qu'elle n'aurait dû l'être. Kuroban les rassure immédiatement tous les deux et leur dit qu'ils s'en sont bien sortis, surtout que c'était la première fois qu'il affrontait autant de monstres à la fois. Izumiya et Nerus se sentent un peu mieux, mais la curiosité remplace rapidement leur soulagement. Nerus demande quel genre de magie Kurobani utilisait, car elle était incroyablement puissante et ne ressemblait à rien de ce qu'il avait jamais vu. Il demande même si Azumiya était déjà au courant, mais elle admet que non, même si elle a vu Kurobani l'utiliser plusieurs fois. Kuroban réalise que s'il veut gagner leur entière confiance, il doit être honnête. Il leur dit la vérité et explique qu'il utilise la magie d'attribut sombre. Il évite d'entrer dans les détails car ils sont toujours à l'intérieur du portail et le danger n'est pas complètement écarté. Il explique simplement que c'est un type de magie avec des propriétés et des effets qu'aucun des 4 attributs connus ne possède. Nerus demande si Kurubain l'a utilisé pendant le combat d'entraînement ou s'il la cachait. Kurubain répond qu'il ne peut pas l'utiliser librement devant beaucoup de gens car il ne veut pas que son secret se répande. Il leur rappelle ensuite que leur objectif principal pour le moment est de vaincre le boss de ce portail. Et sur ce, ils avancent et poursuivent leur chemin. Tandis qu'ils marchent, Izumiya réfléchit tranquillement à ce dont elle a été témoin. D'après la puissance, le contrôle et la précision de Kuraban, elle peut dire qu'il s'est entraîné sans relâche pour atteindre ce niveau. Elle se demande s'il y a une raison plus profonde pour laquelle il se pousse autant à bout. La pensée persiste dans son esprit, et même si elle est timide à l'admettre, sa curiosité à son égard ne cesse de croître. Peu de temps après, ils arrivent enfin tous les trois et se retrouvent face au monstre boss qui les attend. La créature qui les attend est un dragon de cristal. Dans l'ancien monde de Kurobin, il avait un extérieur résistant, ce qui le rendait très difficile à combattre. Kurobin s'avance avec confiance, disant à Azumiya et Narus qu'il s'occupera du front et qu'ils doivent couvrir ses arrières. Il leur ordonne de viser ses pattes par derrière. Ses deux coéquipiers comprennent immédiatement son plan et le regardent foncer droit sur le dragon de glace sans hésitation. Travaillant en parfaite harmonie, Izumiya et Nerus utilisent leur magie pour geler les pieds du dragon au sol, l'immobilisant. Kurobin bondit dans les airs en utilisant sa magie d'attribut sombre et frappe le dragon avec précision, lui assénant un puissant coup tranchant qui le coupe nettement en deux. Nerus et Izumiya regardent avec incrédulité le dragon se briser comme du cristal durci,
un spectacle de puissance dont ils n'ont jamais été témoins. La démonstration de la magie d'attributs sombres de Kurobin les laisse complètement stupéfaits. Bientôt, le trio sort du portail où le directeur les attend déjà, surpris de les voir revenir si vite. L'équipe a dépassé toutes ses attentes, et son bonheur est évident. Kurobin remarque que le directeur s'est également occupé des monstres qui rôdaient à l'extérieur, et le directeur rit en disant que c'était assez facile à gérer. Il regarde ensuite Nerus, notant qu'il a rejoint leur équipe, et Kurobin confirme qu'ils ont vaincu le boss et fermé le portail avec succès. Le directeur admet qu'il était si puissant qu'il a presque oublié un instant qu'il était des étudiants. Kurobin s'avance alors avec une proposition, expliquant que comme la gestion des portails deviendra encore plus importante à l'avenir, ils ont tous les trois décidé de former un clan. Comme ils sont encore étudiants, ils demandent la permission au directeur d'établir officiellement le clan et d'obtenir le droit de fermer les portails. Le directeur n'a jamais reçu une telle demande auparavant, et il regarde Kurobin avec curiosité pendant qu'il explique. Sabre manque actuellement de personnel, dit-il, et il pense qu'avec leur puissance combinée, ils peuvent tous les trois travailler efficacement ensemble. Johnny réfléchit à l'idée un instant. Il sait qu'il n'y a pas de précédent pour des étudiants formant un clan pour fermer des portails. Mais en les voyant tous les trois, il sent qu'il pourrait bien avoir assez de force pour y arriver. Après quelques instants de réflexion, il accepte finalement de les autoriser à former leur clan. Il leur assure également qu'ils n'ont pas à s'inquiéter de suivre leur cours habituel car, avec son autorité, il convertira toutes les réalisations de leur clan en notes. Kurobin ressent une vague de bonheur face à ce résultat, jetant un coup d'œil à Izumiya et Nerus pour voir qu'ils partagent la même joie. Pour lui, c'est comme si leur plan prenait enfin vie. Bientôt, ils s'installent dans leur nouvelle salle de réunion, et Kurobin pose une tablette sur la table. L'écran s'illumine d'une carte remplie de marqueurs colorés. Il explique qu'elle montre les emplacements des portails précédemment ouverts et les moments où il les a fermés. Il veut savoir s'ils peuvent détecter une quelconque tendance. Izumiya et Nerus sont tous deux stupéfaits, se concentrant principalement sur le fait que Kurobin a géré un nombre si énorme de portails tout seul. Izumiya se souvient d'avoir entendu des histoires il y a quelques jours sur des portails apparaissant à des endroits aléatoires, pour se refermer rapidement sans explication. Maintenant, elle réalise que Kurobin était derrière tout ça. Nerus déglutit avec respect et admet que ce que Kurobin a accompli est à la fois impressionnant et imprudent. Luna acquiesce en silence. Izumiya rappelle à Kurobin que maintenant qu'ils font partie du même clan, ils devraient travailler ensemble, et qu'ils devraient éviter de faire d'autres actions risquées en solo. Kurobin reconnaît son erreur et promet de travailler en équipe à partir de maintenant. Luna sourit, heureuse de voir Kurobin interagir et socialiser enfin bien dans ce monde. Nerus soulève alors une nouvelle préoccupation. Si autant de portails apparaissent, les monstres ne sont peut-être pas leur seule menace. L'essence magique s'échappant des portails pourrait être tout aussi dangereuse. Kurobin y réfléchit sérieusement. Luna l'avait prévenu à son arrivée dans ce monde que l'essence magique, bien qu'utile pour éveiller les pouvoirs de certains, est toxique pour les humains ordinaires et peut se propager comme une peste mortelle. Izumiya souligne que si de grandes quantités d'essence magique débordent, les pertes pourraient être massives. Kurobin est d'accord et décide qu'ils doivent effectuer des patrouilles pour prévenir de telles catastrophes. Leur objectif est maintenant d'arrêter les problèmes à la source. Cette nuit-là, ils s'équipent et commencent à patrouiller. Izumiya remarque que des soldats de sabre sont également présents, et Kurobin réalise que la situation est sérieuse si même des membres d'élite sont sur le terrain. Soudain, Kurobin s'arrête, repérant un portail nouvellement ouvert, laissant ses coéquipiers momentanément perplexes. Un soldat de sabre reçoit une notification et confirme qu'un nouveau portail est apparu à 5 km au sud-ouest. Sans hésitation, tout le monde se précipite vers l'Incide. Ils arrivent et trouvent la ville en plein chaos. Un portail rouge est apparu au milieu de la route, et les gens courent pour sauver leur vie. Une femme court avec son enfant qui trébuche et tombe. Avant que l'enfant ne puisse se relever, un loup se jette sur eux. L'enfant est sans défense, mais à la dernière seconde, Kurobin bondit et tue le loup avec sa griffe mortelle, sauvant la fillette. La mère est reconnaissante, mais Kurobin se concentre uniquement sur la vérification qu'elle et son enfant sont en sécurité. Il remarque des soldats de sabre dans la zone et décide rapidement de leur laisser les menaces extérieures pendant que lui et son équipe entrent dans le portail. Alors qu'il donne des ordres, il ne remarque pas que la fille qu'il vient de sauver le regarde avec admiration, le considérant comme un modèle. Bientôt, Kurobin remarque une certaine agitation parmi les soldats et s'approche d'eux, se présentant ainsi que son équipe comme des étudiants de l'Académie impériale sacrée. Le directeur leur a donné la permission de former un clan et d'entrer dans le portail. Le soldat les reconnaît grâce aux rumeurs et sait aussi que le directeur les a prévenus de leur arrivée. Kurobin remarque la tension et demande si quelque chose s'est passé. Le soldat explique qu'une équipe d'intervention est entrée dans le portail mais a maintenant perdu le contact. Ils ne savent pas si l'équipe est en sécurité. Le communicateur ne fonctionne pas, mais il n'est pas cassé, ce qui ne peut signifier qu'une chose, quelque chose à l'intérieur du portail a brouillé le signal. Nerus demande s'ils vont les secourir, mais le soldat répond qu'ils sont occupés à gérer les monstres à l'extérieur et à protéger la ville. Leur priorité absolue est d'évacuer les citoyens,
et ils espèrent que leurs camarades à l'intérieur se battent avec la même détermination. Ils ne peuvent rien faire de plus pour le moment. Kurobin et son équipe réalisent que les secourir est maintenant aussi leur mission. Ils décident qu'ils laisseront l'extérieur aux soldats et entreront eux-mêmes dans le portail. Le soldat les avertit que c'est extrêmement dangereux, mais à ce moment-là, le directeur apparaît, disant qu'ils n'ont rien à craindre. Il explique que ce sont des jeunes talentueux et d'excellents sorciers, armés non seulement de pouvoir, mais aussi de résolution et d'un sens du devoir. Bientôt, ils entrent tous les trois dans le portail. Izumiya remarque que l'épée brouillard rend la visibilité difficile, mais cela n'a pas d'importance. Ils sont là pour une seule raison, éliminer les monstres et protéger tous les autres. Kurobin annonce que c'est la première fois qu'ils conquièrent un portail en tant que clan, et qu'ils vont tout donner. Alors qu'ils courent tous les trois à travers le portail brumeux, ils remarquent les monstres morts éparpillés sur le chemin. Ils réalisent que ce doivent être ceux vaincus par l'équipe précédente, ce qui les rassure sur le fait qu'ils vont dans la bonne direction. Nerus réfléchit au fait que c'est une situation que même l'élite de Saber n'a pas pu gérer facilement. Il manque d'expérience, et il espère que tout le monde est encore en sécurité. Kurobin leur rappelle que le monstre boss est probablement encore plus puissant, mais ils ne peuvent pas laisser cela ébranler leur confiance. Leur priorité est maintenant de secourir tous ceux qui ont disparu. Izumiya est déterminée, croyant qu'avec la magie d'attribut sombre de Kurobani, il ne devrait avoir aucun problème. Elle est convaincue que dès que Kurobani sera là, tout le monde pourra être sauvé. Puis elle se corrige, réalisant que si Kurobani devait se battre seule, il n'y aurait pas besoin d'un clan. Elle décide qu'elle n'agira pas sous ses ordres, mais en tant que sa coéquipière. Nerouge partage la même détermination, se promettant de ne pas être un fardeau pour Kurobani ou Izumiya et de montrer sa force. Pendant ce temps, les soldats de sabre luttent contre un monstre de slime massif. Ils attaquent avec des boules de feu, mais à chaque fois, le slime forme une barrière protectrice autour de lui. Les soldats sont blessés et frustrés. Un jeune garçon blessé, allongé au sol, supplie ses camarades de le laisser et de se mettre à l'abri. Le soldat à côté de lui crie de ne pas dire de bêtises, mais cette distraction permet au slime de frapper. Les soldats se précipitent pour ériger leur mur de défense, mais il est trop tard. Le slime les attaque un par un, les projetant au sol. Le soldat blessé se reproche d'être un fardeau. Il se prépare à mourir alors que le slime se tourne vers lui. Au dernier moment, une boule de feu violette jaillit d'en haut, et il se relève péniblement, levant les yeux vers Kurobani. Il lui demande qui il est, mais Kurobani ne répond pas, se contentant de confirmer en silence qu'ils doivent être les soldats de Saber. Le soldat remarque leurs uniformes et demande avec hésitation s'ils sont en fait des étudiants. Encore une fois, Kurobani reste silencieux. Izumiya repère la faiblesse du slime dans son noyau et presse Norus d'attaquer avec elle. Elle fonce, sans se rendre compte que le slime à terre a commencé à bouger. Kurobani tente de la prévenir, mais il est trop tard. Le slime atterrit sur sa tête, la clouant au sol. Nerus se précipite pour l'aider, mais il se retrouve lui aussi piégé. Le slime s'apprête à les frapper tous les deux, mais Kurobani intervient à la dernière seconde. Il déchaîne sa magie d'attribut sombre, tirant une immense rafale maléfique qui détruit l'attaque du slime et protège ses coéquipiers. Le slime s'évapore dans les airs sous les yeux de tous, stupéfait par la puissance de Kurobani et sa détermination à défendre ses amis. S'élevant à nouveau dans les airs, il concentre sa magie et anéantit complètement le monstre, le fendant en deux. Les soldats regardent avec admiration, et une fois le combat terminé, ils se réjouissent de leur victoire, témoins directs de la colère et de la puissance de Kurobani et de sa détermination inébranlable à protéger son clan. Après être sortis de la porte, les soldats remercient personnellement les étudiants pour tout ce qu'ils ont fait. Kurobani répond humblement qu'ils ne faisaient que leur devoir. Le directeur rit et dit que c'est exactement ce à quoi il s'attendait. Leurs pouvoirs sont exactement tels qu'il les a décrits à ses compagnons d'armes. Il avait toujours pensé que tous les trois étaient déjà des magiciens exceptionnels. Même le soldat est d'accord et admet avoir honte de les avoir sous-estimés à cause de leur statut d'étudiant. Il demande à tous les soldats de les saluer, et ils le font sans hésitation. Kurobani et ses coéquipiers se sentent profondément touchés par ce geste, une vague de fierté montant en eux. Quand Kurobani revient, Luna l'accueille avec un grand sourire radieux, fier de son exploit. Kurobani lui rappelle qu'assurer la sécurité des gens de Saber est tout aussi important, et Luna est d'accord. Elle le félicite également d'avoir été invité à rejoindre Saber après son diplôme, ce qui lui procure un rare sentiment de bonheur. Juste à ce moment-là, on frappe à la porte. Kurobani va ouvrir et trouve Azumiya devant la porte. Elle s'excuse de le déranger si tard. Kurobani demande si tout va bien, et Azumiya, d'un regard timide, demande si elle peut avoir un moment en privé avec lui. Azumiya s'assoit sur le lit de Kurobani, et il a du mal à croire qu'elle lui demande de lui apprendre la magie. Elle avoue qu'elle s'est sentie impuissante en étant comme elle est, et qu'elle voulait son aide depuis longtemps. Kurobani réfléchit un instant, se rappelant ce qu'elle a dû ressentir après la bataille précédente, lorsque le monstre slime l'avait attrapée si facilement. Ce qui s'est passé était inévitable, mais elle n'a pas besoin de réconfort. Elle n'est pas ce genre de fille. Ce dont elle a besoin, c'est de savoir comment s'améliorer. Kurobani accepte et lui dit qu'il peut lui apprendre à se battre. Izumiya rayonne de bonheur,
et Kurobani se dit qu'elle est exactement la même, toujours directe et simple. Il se déplace sur le toit, et Kurobani dit qu'il devrait commencer immédiatement. Juste à ce moment-là, quelqu'un les interrompt. Nerus n'arrive pas à croire qu'ils comptaient encore s'entraîner séparément. Il demande s'il peut se joindre à eux, et Izumiya demande timidement s'il veut vraiment que Kuroban lui enseigne aussi. Nerus insiste que oui et se plaint que ce n'est pas juste que Izumiya ait pris de l'avance plus tôt. Les deux commencent à se chamailler, et Kuroban remarque que Nerus est tout aussi désireux d'apprendre que Izumiya. Luna commente que Nerus est un livre ouvert, observant leur dynamique. Nerus s'éclaircit la gorge et leur rappelle qu'en tant que clan, ils doivent travailler ensemble et ne peuvent pas rester à la traîne de Kuroban. Kuroban est d'accord et dit qu'ils le feront en équipe, mais il croit qu'ils ont déjà une solide maîtrise de leur magie. Ils connaissent les bases et même les techniques avancées, mais ils doivent corriger leurs habitudes. Kuroban donne un exemple au combat. Izumiya a tendance à foncer tête baissée sans réfléchir, et elle se rend compte qu'il a raison. Il explique que lorsqu'elle se concentre trop, elle crée des angles morts. Nerus, d'un autre côté, a tendance à ne pas faire de prédictions à l'avance. Il demande ce que Kurobani veut dire par là. Kurobani explique que la chose la plus importante au combat est de se préparer au pire. Par exemple, quand Izumiya a affronté le monstre Slim plus tôt, il aurait dû prévoir que le monstre l'attaquerait quand il s'est précipité pour aider, mais il ne l'a pas fait. Nerus réalise son erreur et admet qu'il était troublé. Kuruban leur dit que ce ne sont pas des simulacres de combat scolaire. Le vrai combat comporte de nombreuses variables, et ils doivent s'adapter. Leur premier exercice consiste à élargir leur champ de vision et à s'habituer au vrai combat. Kuruban invoque un loup en utilisant sa magie des ombres, identique à celui qu'ils ont combattu auparavant. Il leur ordonne d'esquiver ses attaques tout en tirant leur magie. Tous deux sont d'accord, et le loup fonce sur eux. Ils se battent en utilisant toutes leurs compétences. Après un certain temps, Nerus demande une courte pause. Kuruban lui tend une bouteille d'eau et remarque que Izumiya continue sans se reposer. Il commente à quel point ils travaillent dur tous les deux, impressionnés par leur dévouement. Nerus est d'accord, mais la vérité est que Izumiya s'est également retenu à cause de sa position. Kuroban est confus alors que Nerus explique que Izumiya vient d'une famille prestigieuse qui a produit de nombreux magiciens exceptionnels. Sa famille combat en première ligne des portes, prenant souvent l'avant-garde au combat. Son fort sens des responsabilités lui vient d'eux, et elle veut combattre les monstres qui menacent le monde et devenir l'une des meilleures. Pendant que Nerus parle, Kuruban réalise que sa détermination vient d'un désir de protéger les autres et d'être à la hauteur de sa famille, portant le fardeau d'être juste même si elle ne peut pas les surpasser. Nerus dit que pour cette raison, la soutenir n'a pas été facile, et il veut devenir plus fort pour pouvoir se tenir à ses côtés. Il s'excuse pour ce qui s'est passé lors de la bataille précédente car il n'a aucune intention de perdre à nouveau. Kuroban sourit en voyant son esprit fougueux, et tous les trois continuent de s'entraîner pendant que leur maître les regarde avec fierté. Exactement un mois plus tard, tous les trois foncent dans une autre bataille. Un géant est sur le point de frapper Kuroban. Il ordonne à ses coéquipiers de se concentrer sur le corps principal. Izumiya et Nerus travaillent ensemble pendant que Kuroban tranche les mains du géant. Le géant les régénère, mais il ne remarque pas que Izumiya et Nerus sont déjà dans les airs, préparant leur prochaine attaque. Nerus tire un coup de foudre, et Izumiya frappe avec un coup précis. L'attaque combinée crée un trou dans la poitrine du géant, et il s'effondre, mort, au sol. Le trio se tape le poing pour célébrer leur victoire. À leur insu, un homme blond les observe depuis un autre endroit sur son écran de télévision. Il observe ces jeunes magiciens fermés porte après porte et pense que le monde appelle toujours un sauveur à chaque époque. Il ressent une certaine frustration car l'expérience devant lui touche à sa fin, mais il attend avec impatience de rencontrer Kurobani en tête-à-tête. À l'école, tout le monde parle du journal qui met en vedette les étudiants qui conquièrent les portes. Il parle de la façon dont le président et le vice-président ont formé un clan, et les rumeurs disent que même l'évaluation de Saber à leur égard est élevée, montrant qu'ils sont reconnus par ce groupe d'élite de magiciens. Un garçon aux cheveux roux en discute et réalise à quel point il est impressionnant que Kurobani fasse partie de l'équipe. Le brun lui rappelle que Kurobani l'avait vaincu lors du simulacre de combat, et le garçon devient un peu nerveux et embarrassé, repensant au moment où il n'avait aucune idée de la véritable force de Kurobani. Le brun ajoute ensuite que le président et le vice-président sont tous deux entraînés par Kurobani, et le garçon commence à raconter que Kuroban est devenu un prodige à l'école. Tout le monde se retourne pour remarquer le clan qui entre dans la cafétéria. Izumiya voit tous les yeux rivés sur eux et commente l'attention qu'il attire. Nerus en est content, sachant que cela montre jusqu'à leurs exploits se sont répandus. Deux filles s'approchent d'eux, et l'une d'elles remercie directement Kurobani. Il est confus au début, mais la fille explique que sa famille vit près de la zone où la porte est apparue, et qu'ils doivent leur sécurité à Kurobani. Elle voulait le remercier en personne. Voir sa gratitude rappelle à Kuroban son ancien monde où les gens étaient tout aussi reconnaissants pour son aide. Il avait sauvé d'innombrables villages, empires et enfants, et même maintenant, ce même sentiment chaleureux remplit son cœur, le faisant sourire. Les deux garçons qui bavardent le remarquent et réalisent que Kurobani est maintenant un héros, quelqu'un que même les étudiants les moins bien classés de l'école respectent. À proximité,
Le tyran qui avait l'habitude de tourmenter Kuroban écoute et se sent mécontent. Plus tard, ils atteignent leur destination, et Narus est heureux qu'il soit arrivé sain et sauf. Izumiya le taquine, suggérant qu'il pourrait être jaloux que Kuroban reçoive autant d'attention. Kuroban ramène la conversation sur un ton sérieux, demandant à Izumiya si le directeur les a vraiment appelés. Izumiya admet qu'elle ne sait pas de quoi il veut parler, mais dit qu'il devrait quand même y aller, ajoutant que même Luna n'est pas au courant. Quand ils arrivent au bureau du directeur, il les accueille chaleureusement, les félicitant pour leurs accomplissements. Il exprime sa fierté envers Izumiya et Norus, notant à quel point ils ont grandi. Ils montrent tous deux leur gratitude, et Izumiya demande de quoi il veut discuter. Le directeur sort ses clés de voiture et leur dit qu'ils vont visiter la branche de Saber. Dans la voiture, il explique que le vice-chef de branche veut les rencontrer. Kuroban demande si Nerus l'a déjà rencontré. Nerus répond que oui. Le chef, Niyama Reiji, est un jeune magicien prometteur comparé à l'élite de Saber. Il était le premier président du conseil des étudiants de l'école et déjà doué pour les simulacres de combat. Après avoir rejoint Saber, il a fermé un très grand nombre de portes. Izumiya ne comprend pas pourquoi quelqu'un comme lui les convoquerait. Le directeur dit que c'est quelque chose qu'ils doivent attendre avec impatience. Kuroban sent qu'il y a une raison et est curieux. Ils arrivent à la 7e branche de Saber. Le directeur les conduit dans une pièce où Reiji attend, assis sur un canapé. Il les salue, pas chaleureusement, mais comme s'il savait déjà qui ils sont. Reiji était excité et curieux de les rencontrer en personne. Il mentionne qu'il a entendu parler de leur clan et de la façon dont ils ont fermé et scellé des portes. Se sentant obligé, il a décidé de les rencontrer. Reiji va droit sur Kuroban et lui demande s'il est content de rencontrer quelqu'un comme lui. Luna note que Reiji semble arrogant, et Kuroban est d'accord. Reiji tend la main pour une poignée de main, et Kuroban y accepte. Kuroban remarque un loup chargeant derrière le visage de Reiji, mais personne d'autre ne semble le voir, et lui-même ne comprend pas ce que c'était. Izumiya remarque l'expression légèrement troublée de Reiji et demande ce qui ne va pas. Reiji admet que Kuroban a en fait remarqué quelque chose que personne d'autre n'a vu. Il dit à Kuroban de se calmer, expliquant qu'il venait de libérer une partie de son intention meurtrière pour le tester. Il prévoyait de simplement les saluer et de leur donner un jour de congé, mais maintenant il a changé Davis. Il annonce qu'ils vont se battre en duel et qu'il va affronter Kuroban dans un combat. Sur le terrain d'entraînement intérieur de la branche, Kurobani et Reiji se font face. Reiji commente que c'est un peu ennuyeux sans beaucoup de public, mais que ça devra faire pour l'instant. De cette façon, Kurobani peut utiliser plus de ses pouvoirs sans que personne ne regarde. Kurobani réalise que Reiji a raison, mais il est déterminé. Plus tôt dans leur bureau, Kurobani avait demandé si Reiji était vraiment sérieux au sujet d'un simulacre de combat avec le vice-chef de branche. Reiji a révélé qu'il est un maniaque du combat et qu'il veut juste se battre. D'après ce qu'il a observé, Kuroban a beaucoup de potentiel, et il a même remarqué l'intention meurtrière que Kuroban avait libérée plus tôt. Reiji sent que Kuroban a le talent pour l'égaler. Maintenant, ils se tiennent sur le terrain d'entraînement, prêts à s'affronter. Saber ne rassemble que les magiciens d'élite, et Reiji se tient parmi les meilleurs. Il est curieux des capacités de Kurobani, mais plus important encore, il a besoin de comprendre l'étrange sentiment d'intimidation qu'il a ressenti plus tôt. Le directeur se sent nerveux car Reiji est toujours intense, mais il y voit le bon côté des choses. Il veut évaluer les compétences de Kuroban et voir ce dont il est capable dans un vrai combat. Il croit en Kuroban, mais il sait aussi que le vice-chef de branche est un vrai pro, donc ce sera difficile. Izumiya, cependant, n'a aucun doute. Si quelqu'un défie Kuroban, elle sait qu'il va perdre. Reiji allume une boule de feu, disant qu'il commencera par un test. Il la lance sur Kuroban, qui remarque que c'est de la magie d'attribut de feu vinaigre. Ça devrait être plus facile à intercepter, mais Reiji ne simplifie pas les choses. La boule de feu se divise en chemin, atterrissant au sol et explosant. Kuroban esquive facilement en s'envolant dans les airs. Reiji est confus car il ne s'est pas rendu compte que Kuroban avait utilisé une contre-attaque. Kuroban a intentionnellement créé une barrière de glace pour dévier le feu et utiliser l'explosion comme écran de fumée. Kuroban sourit, pensant que ça va être amusant. Izumiya s'émerveille du temps de réaction de Kuroban mais veut mieux comprendre la boule de feu. Le directeur explique que c'est la puissance magique envoyée par Kuroban qui se divise après le lancement, une compétence difficile nécessitant un contrôle précis. Nerus réalise soudain que Kuroban a utilisé la même technique lors du simulacre de combat et ressent une pointe de jalousie en voyant la différence de leur niveau. Reiji annonce que l'heure du combat final a sonné. Il invoque un cyclone de tempête qui fonce vers Kuroban. La puissance de feu surpasse tout ce que Kuroban a affronté dans son ancien monde. Il sait qu'il doit s'échapper, utilisant une grande agilité pour rebondir sur la fenêtre et s'envoler, se préparant à attaquer depuis une position de force. Kurobani utilise la magie d'attribut d'eau pour frapper, mais Reiji esquive au dernier moment. Il ne veut pas que Kurobani esquive librement en l'air, alors il rassemble des pierres autour de lui et charge. Kuroban réalise que Reiji utilise la magie de la terre pour foncer et utilise une lance de foudre pour se défendre. Les deux s'affrontent, leurs épées se rencontrant dans un duel en tête-à-tête. Reiji applaudit Kuroban pour sa performance jusqu'à présent,
mais il sait que Kuroban a encore une carte cachée. Reggie veut voir la magie mystérieuse que Kurobeni utilise et refuse de le laisser se battre sans la révéler. Kurobeni réalise que Reggie le met pratiquement au défi de montrer toute sa puissance. Avec un sourire confiant, Kuroben enflamme sa magie obscure d'attribut de l'ombre, libérant sa véritable force. D'accord, c'est la fin de l'histoire. Merci d'avoir regardé. À la prochaine.